Audace, c'est le premier podcast belge francophone dédié au wellness. Je suis Chloé Junico, mariée et maman de 2 enfants rapprochés. Curieuse et passionnée par le bien-être depuis toujours, j'ai créé ce podcast pour amplifier des voix, partager des récits authentiques et transmettre des clés concrètes. Ici, tu écoutes des conversations sans filtre avec des experts, des entrepreneurs et des invités qui nous aident à être alignés, outillés et bien informés. Pense à t'abonner et à partager l'épisode si tu veux soutenir le podcast. Comment fait-on le deuil de son propre accouchement quand on accompagne chaque jour la naissance des autres? Comment continue-t-on à respirer, à avancer, à tenir debout quand la vie s'est arrêtée là où on l'attendait le plus? Aujourd'hui, c'est de tout cela dont on va parler, avec Célia. Célia, je l'ai rencontrée dans un cadre sportif, une fille solaire, douce, déterminée. Et puis, naturellement, elle est devenue ma sage-femme. De celles qui posent une main sur l'épaule et qui, d'un regard, te disent qu'on va y arriver. Mais derrière cette force tranquille, il y a une histoire que j'ai mis du temps à pouvoir accueillir. Elle était prête depuis longtemps. Moi, il m'a fallu du chemin. Célia a traversé ce qu'aucune mère ne devrait vivre, la perte, l'inacceptable, le deuil périnatal, et avec cette violence, l'impossibilité de retourner en salle d'accouchement, tant la douleur était immense. Dans cet épisode, elle raconte, avec une sincérité bouleversante, avec une douceur qui ne lâche jamais, avec cette lumière qui, même dans l'ombre, trouve son chemin. Petit avertissement, cet épisode aborde la perte d'un bébé, la prématurité et le deuil périnatal. Si ce sont des sujets sensibles pour toi, écoute-le avec douceur et peut-être à un autre moment. C'est une histoire qui demande d'être reçue avec lenteur, avec un cœur ouvert. Bienvenue dans un épisode profondément humain. Hello Célia. Bonjour Chloé. Merci de m'accorder un petit peu de temps ce matin. Écoute Célia, je vais commencer par te demander, s'il te plaît, de te présenter. Je m'appelle Célia, j'ai 33 ans. Je suis en couple avec Raphaël depuis 4 ans maintenant. Ensemble, on a eu 2 enfants. Samuel, qui fait malheureusement qui n'est plus là malheureusement. Et notre petite Céleste a maintenant 9 mois et demi. Je suis sage-femme depuis plus de 10 ans maintenant dans un hôpital à Bruxelles. Mais à côté de ça, je suis une passionnée de voyage, de sport, de tout ce qui touche à la créativité. J'adore coudre, j'adore être dans mon potager, peindre, enfin voilà, tout ça, ça me définit très fort. Et alors, une autre chose que j'adore, c'est bruncher. Ça, c'est quelque chose que voilà, j'adore manger, mais j'adore recevoir mes amis, ma famille autour d'un brunch et j'adore découvrir tous les nouveaux brunchs, en Belgique, mais surtout aussi quand je voyage, ça doit faire partie de mon itinéraire, c'est d'aller bruncher. Je te rejoins, j'adore bruncher. Pour mettre un petit peu de contexte sur nous deux, sur notre rencontre, on s'est rencontrés via le sport Ouais. à l'époque. Ça remonte un petit peu. Oui, CrossFit, tout à fait, exactement. Et ensuite, tu es devenue ma sage-femme. Alors, mon mari et moi, on a découvert ce métier qui est absolument incroyable, de sage-femme, grâce à toi. Tu nous as bien suivis pour ma première grossesse, c'est Léa. Pour la deuxième, justement, c'était un petit peu plus compliqué pour toi, on va y venir. Avant ça, Célia, est-ce que je peux te demander pour toi, être sage-femme, est-ce que c'était une vocation? Pas tout de suite, j'y ai pas tout de suite pensé. J'hésitais très fort à être pédiatre. Et puis finalement, c'est en parlant avec mes parents et en fait, moi, je suis moi-même née avec une sage-femme. Et donc du coup, je pense que la façon dont ma maman me parlait de cette sage-femme, je trouvais ça tellement beau que j'ai un peu creusé sur quel était ce métier en fait. Et en lisant la description, je me suis complètement retrouvée là-dedans. Et donc je me suis lancée dans les études tout de suite après mes secondaires. J'ai fait 3 ans d'études de sage-femme en néerlandais à Bruxelles. Et puis j'ai très vite commencé sur le terrain. Dès que j'ai terminé mes études, j'ai commencé tout de suite et oui, c'était plus qu'une passion. Vraiment dès le début, même depuis mes études, je savais que c'était ça que j'avais envie de faire. J'avais trouvé enfin la passion. Ouais, je trouvais ça magique, le côté une femme enceinte, tout ce qui touchait à la grossesse, la naissance, le soin, enfin ça voilà, ça m'a toujours beaucoup parlé et depuis toujours, oui, ça reste un métier de passion. Tes premières années en tant que sage-femme, c'était linéaire, le monde hospitalier, tu le découvres. Comment tu vis ça? Tu prends vite des responsabilités, il me semble?
Tu travailles beaucoup, tu donnes beaucoup. Je crois que Ouais. Céleste, c'est la personne une des personnes, Anthony et moi, on en parlait, en préparant l'interview et c'est vrai que tu es une des personnes qui donne le plus. Tu es très généreuse, très douce, très à l'écoute. Bon, j'imagine que c'est des compétences qu'il faut pour ce métier. Mmh. Mais toi, est-ce que ta bonté t'a pas un peu grillée parfois? Ouais. Alors au tout début, non. Je pense qu'au début, ben, on découvre le métier, on découvre les horaires, variables et on fait avec et voilà. Parce que j'adorais tellement ce que je faisais que même quand il fallait, venir en plus parce qu'il y avait une malade ou une grosse charge de travail, j'étais la première à demander, à me proposer d'aider. Et puis au bout de 2 ans, on m'a proposé, de postuler pour être chef adjointe et donc, j'ai postulé et j'ai été engagée. Faut savoir que j'avais que 23 ans quand j'ai été chef adjointe sage-femme d'une équipe de presque 40 femmes et c'est là que, ben, les choses je vais pas dire qu'elles se sont compliquées dès le début, mais c'est là où j'ai eu plus de responsabilités et je me suis un peu perdue parce que j'ai beaucoup, beaucoup donné dans mon métier et peut-être trop à un certain moment et j'étais partagée entre j'adorais le sport où je faisais beaucoup, beaucoup de crossfit. À côté de ça, j'avais mon temps plein à l'hôpital où j'avais quand même pas mal de gardes de nuit, où parfois je devais même venir en plus de mon horaire parce que, beh, les collègues ne s'en sortaient pas la nuit. Donc j'avoue que ça faisait beaucoup, et puis on va pas se mentir, travailler qu'avec des femmes, c'est compliqué. Quoi, les relations? Relations humaines? Oui, bah, on est des f les femmes aiment, je sais pas si je peux dire ça, mais on a tous un avis et je pense que, avoir parfois un ou 2 hommes dans le milieu, ça peut être pas mal parce qu'ils vont recentrer un petit peu les choses, ils sont moins dans les blablas, qu'on peut avoir. Je pense qu'en tant que femme, on va moins dire les choses en face aussi qu'un homme, il va directement dire ce qui va ou ce qui ne va pas. Nous, je pense qu'on va plutôt tourner autour du pot ou on va ruminer et donc je pense que ça peut mettre des tensions, bêtement pour rien. Et on est dans un métier où la communication, c'est la clé. Enfin, on a beaucoup d'urgence aussi. Je dis, j'ai le plus beau métier, mais le plus dur aussi parce qu'on ne met pas que la vie au monde. Donc, la communication et l'entraide est ultra importante. Et il y a un moment donné où je trouvais que voilà, dans notre équipe, ou en tout cas vis-à-vis de moi, il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes. Et donc, au bout de 4 ans, j'ai décidé d'arrêter mon poste d'adjointe parce que je sentais que j'étais plus du tout alignée avec ça. Et là, j'ai décidé de prendre du temps pour moi. C'est-à-dire? J'ai décidé de partir voyager. À Mmh. ce moment-là, j'étais en couple. On était, voilà, on était fans de voyage, d'aventure et donc on s'est dit: «Bah, OK, go, on achète un van et on part en voyage en van». Je suis partie pendant 6 mois et là, ça m'a libérée, je reprenais enfin du temps pour moi. Alors, je dis pas qu'il faut radicalement démissionner, pour, prendre du temps pour soi. Je pense qu'on peut trouver un juste milieu. Mais moi, je rêvais tellement de voyage, c'est quelque chose qui me nourrit profondément de l'intérieur et donc du coup, là, vraiment, je revivais pendant ce voyage. Sauf que, bah, malheureusement, il y a eu le covid qui a apparu et donc on a été, nous-mêmes en lockdown au Portugal. Et donc là, je m'étais posé la question: «OK, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là bêtement, être coincée certes dans un van au bord d'une plage ou est-ce que je rentre, je remets un peu d'argent de côté et j'aide finalement sur le terrain?» parce qu'il manquait clairement de C'est ça, personnel. tu avais aussi ce côté un peu patriotique de Oui, dire: «Bah, voilà et on va tous au front, quoi». ouais et donc du coup, j'ai appelé, mon ancien responsable en disant: «Bah, voilà, là, je suis coincée, je sais plus rien faire, enfin, mon voyage s'est arrêté, je compte rentrer en Belgique. Est-ce qu'on a besoin d'aide? Est-ce que vous avez une place pour moi?» Ou il m'a dit: «OK, je t'attends demain». Du coup, je me suis relancée, en fait, dans mon métier et c'est comme si j'étais jamais partie. Ma passion était de nouveau là, mes réflexes, mon amour de ce métier a toujours été là et là, je le sentais. J'adorais être auprès des patients, j'adorais être présente, lors du plus beau jour de leur vie, finalement, parce que c'est un très, très beau moment et donc là, j'ai repris le travail pendant 1 an et demi, je pense et puis j'ai attendu que le gros lockdown et la grosse crise du covid, soient passés pour, repartir. Bon là, j'étais plus en couple à ce moment-là. Je te coupe, mais une petite Oui. parenthèse justement. Qu'est-ce que c'est de voyager en couple? Toi qui l'as vécu. Est-ce que est-ce que le lockdown
a fait partie de la rupture ou est-ce que, tu vois, le Mmh, projet commun qui s'arrête au milieu, enfin, qu'est-ce qui a capoté pour vous? un peu le lockdown parce que ça nous a stressés, on ne savait pas du tout ce que c'était le covid et donc on ne savait pas vers où on allait. Donc je pense qu'il avait des stress et que moi j'avais des stress, mais en même temps, on ne savait pas trop. Lui, il voulait continuer à voyager. Moi, j'étais là: «Bah, en fait, non, ça sert à rien de rester, en fait, ici. On perd notre argent, on perd notre temps. Je préférais aider». Donc je pense qu'on se comprenait plus trop à ce moment-là. Il y avait encore certes de l'amour et beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais il y avait je sais pas, il y avait pas ce petit truc en plus, en tout cas de mon côté, à ce moment-là et j'avais plus mon côté, je veux aider en fait, je veux être active, je vais être utile en fait à Oui. l'hôpital pendant que c'était la crise et je pense qu'on s'est perdu, mais pas forcément à cause du lockdown. Je pense que c'était juste, notre relation, voilà, qui s'est terminée à ce moment-là et mais par contre, l'envie de voyager a toujours été là et encore plus de vouloir le faire seule. J'avais plus envie d'être Dépendante? oui, de suivre alors certes, on communiquait beaucoup à ce moment-là et on était beaucoup dans le respect, mais je rêvais de voyager toute seule. Il me l'aurait autorisé parce qu'on m'en parlait beaucoup à ce moment-là, mais là, voilà, on n'était plus ensemble, donc du coup, Fin de la parenthèse, de toute façon, je vais pas spécialement parler de ton ex, c'est pas hyper révélant, hyper pertinent ici, mais juste, c'était curiosité de moi, j'ai pas ce feu du voyage, je l'ai pas. mmh J'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup de chance, mais c'est vrai que j'ai pas l'envie de vagabonder. Mais bon, fin de la parenthèse. Mais donc toi, c'est ton cas, tu avais envie de partir, ouais, de voir ailleurs. C'est quoi cette envie de voyage? C'est découvrir d'autres civilisations? Est-ce aussi, que l'herbe est plus verte ouais. qu'ailleurs? C'est se retrouver? C'est avoir du c'est quoi la C'était motivation pour vraiment de me partir? retrouver parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, qui va pas forcément spontanément aller dans un grand groupe ou parler devant beaucoup de je me sens très vite mal à l'aise et donc j'avais envie de sortir de cette petite bulle de ce cocon, de ce confort qu'on a finalement ici Ouais. et mais aussi de rencontrer des nouvelles cultures, des nouvelles personnes, des nouvelles habitudes, des nouvelles choses à manger, enfin plein d des paysages, tout ça, enfin être curieux, enfin je suis très quelqu'un de très curieuse et là, du coup, je me suis dit, «OK, c'est le moment». 2021, il y avait une petite porte ouverte pour Mmh. partir. Je savais pas où je voulais aller. Je vu que j'adore voyager, moi, c'était peu importe où, tant que je peux quitter la Belgique et là, je vois que le seul pays du moment qui était ouvert, c'était le Mexique. Je préviens mes parents, je leur dis: «Voilà, je démissionne, j'ai trouvé un vol, je pars dans X temps au Mexique toute seule». Là, mes parents se sont clairement décomposés. Je parlais pas espagnol, voilà, je ne connaissais rien de la culture mexicaine, j'avais fait aucune recherche, mais je m'étais dit, je sais pas, mon instinct m'appelle, je me suis dit: «OK, let's go». Il y avait une retraite de yoga là-bas, donc je commençais par une petite retraite bien entourée, pour prendre du temps pour moi, mais pour aussi être, voilà, pas tout de suite dans l'aventure toute seule et heu et au bout de cette semaine-là, je suis partie toute seule pendant 3 mois découvrir, un pays qui m'a transformée, tout était magnifique. Les gens, les paysages, la nourriture, tout, c'était incroyable. Et là, je me suis clairement ouverte, j'étais finalement jamais seule. Parce qu'en auberge, on est tout le temps accompagné, on est tout le temps entouré de jeunes qui ont ce même état d'esprit, c'est de: «Je fais une pause dans ma carrière, je me pose plein de questions, je sais pas vers où je vais, mais je trouverai des réponses sur la route» et c'est clairement ce qui m'est arrivé. Quelle réponse tu as trouvée quand tu es Que, arrivée ici? le métier de sage-femme, c'était ce que j'aimais profondément faire, mais que j'avais envie de le faire un petit peu différemment à mon retour et donc quand je suis revenue, je me suis de nouveau lancée en tant que sage-femme, mais j'ai diminué mon temps de travail à l'hôpital et à côté de ça, je me suis lancée en tant qu'indépendante, complémentaire et donc là, je faisais plutôt en cabinet et en soins à domicile. Je recevais les patientes au cabinet pour faire leur suivi de grossesse, les préparer, faire les cours préparatoires et ensuite à domicile pour les suivre après l'accouchement et faire, tout le suivi postpartum et je m'épanouissais encore plus qu'avant parce que je pouvais vraiment suivre les patientes du premier jour de la grossesse, voire depuis leur préconception au postpartum et ça j'adorais parce que le lien est encore plus fort que juste un suivi à l'hôpital de quelques jours. Oui, c'est vrai et nous, c'est ce qu'on a fait, ce travail-là, cette collaboration-là et c'est vrai que je t'ai appelée, je me souviens,
du bord de la piscine en Espagne en juillet. Je dis, Célia, ça y est, on se lance. J'étais en pleine préparation d'Ironman. Oui. Ironman en septembre, je t'appelle en juillet. Et je dis, bon, quelles sont les étapes, qu'est-ce que je dois faire? Et là, tu m'as recommandé l'acide folique, une prise de sang, enfin voilà, voir si j'avais, c'est quoi là, tu sais, Pour la l'immunité. toxo et tout ça, voilà. Et de fait, on l'a fait. Et en fait, je suis tombée enceinte le 13 août, donc même pas un mois plus tard. Ouais. Et, et voilà, donc pour nous, c'était fluide. Mais c'est vrai que même avant le projet bébé, c'était important pour moi d'être déjà suivie et d'avoir des conseils judicieux. Je voulais surtout pas perdre de temps. Mais bon, Ouais. voilà, c'est pas toujours aussi facile, aussi fluide. Mais voilà. Assez parlé de moi, on continue sur toi. Est-ce que pour toi, être maman, c'était une évidence? Oui. J'ai toujours rêvé d'être maman. Comment ça s'est mis dans ton chemin? Parce que là, tu quittes ton ex, tu Mhm. voyages au Mexique. Mhm. À quel moment tu rencontres ton chéri? Je rencontre Raphaël entre 2 voyages, entre le Mexique et Bali. OK. Parce que du coup, après le Mexique, je suis partie encore, un peu plus d'1 mois, à Bali avant de revenir et de retravailler. Et tout ça est financé par tes fonds propres, tu Oui, oui, voyages? oui. Tu travailles pas, tu es pas digital Non, non. nomade comme Non, moi. non, 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 non. Je savais, je mets tout le temps de l'argent de côté pour voyager parce que j'aime bien quand je pars en vacances, prévoir déjà ou avoir déjà une idée pour, d'autres vacances. Tellement j'aime ça. Et donc j'avais mis de l'argent de côté, pour ce fameux voyage. Et donc je rencontre Raphaël, entre, le Mexique et Bali, mais voilà, on se rencontre via des copains, mais voilà, c'est juste une rencontre, mais il y a rien de sérieux à ce moment-là. Et c'est après Bali où là, justement, on se revoit, et notre relation prend vraiment l'été après mon retour. Et on parle par contre assez vite finalement d'enfants, pas forcément de c'est quand qu'on se projette, mais j'ai toujours été transparente sur mon désir d'être maman parce que c'est quelque chose, voilà, que j'ai en moi depuis toujours. Je pense que je n'ai pas choisi le métier non plus de sage-femme, par hasard. Mmh. Et donc, je pense qu'au bout d'1 an de relation, là, on se dit qu'on était prêts. Je pense que j'étais clairement plus prête que lui. Mais j'avoue que quand il m'a dit: «OK, let's go», moi, j'ai eu ce petit stress Ah oui? où je me suis dit: «Oh, est-ce qu'en fait, tu es vraiment prête à être maman?» Ah ouais? Ouais, Et ouais, là, tu ouais, avais quel âge? 30 ans. Tu sentais un peu cette horloge biologique? Toi qui es confrontée à ça tous les jours, Oui, c'est des patientes qui malheureusement, parfois peinent à tomber enceinte. ouais. J'ai toujours rêvé d'être maman avant 30 ans, ça, c'est sûr. Ah ouais? Ouais, j'ai toujours voulu être maman jeune, mais bon, voilà, la vie a fait que j'ai rencontré Raphaël plutôt tard. Enfin, oui, j'avais un peu juste avant mes 30 ans. Mmh. Mais voilà, je pense que le plus important, c'est d'être avec la bonne personne avant de se lancer et clairement, je le voyais pas avant et je sais plus par contre ce que j'allais Non, dire, c'était mais ça, c'est au bout d'un an, tu as eu ton petit stress en te disant: ouais, «Est-ce que je suis prête à être oui, maman?» Avant ça, je te coupe, il y a une petite je vais pas dire un détail parce que c'est loin d'être un détail, mais tu as une petite pathologie oui, que tu as dû traiter. Tu peux nous en dire un peu plus? Et peut-être que ça a aussi, motivé ton désir de grossesse. Allez, 1 an, ça peut être assez rapide dans un couple, même si on a la oui, oui, oui. trentaine. Oui, c'est vrai qu'en 2019, donc du coup bien avant que je rencontre Raphaël, on m'a découvert un septum dans l'utérus. Et en fait, un septum, c'est, en tout cas au niveau de l'utérus, c'est vraiment une cloison qui vient séparer ton utérus. Alors ça peut être partiellement ou complètement. Et donc moi, j'ai dû faire une IRM pour voir d'où démarrait le septum et jusqu'où il allait, parce qu'on l'avait vu bêtement sous une échographie lors d'un examen chez mon gynécologue. Et lors de l'IRM, enfin après, on a vraiment vu que le septum traversait tout mon utérus et c'est seulement à l'intervention chirurgicale, parce qu'il faut du coup la retirer, qu'on a vu qu'en fait, elle allait même encore plus bas que juste dans l'utérus. Et en fait, j'aurais pu être enceinte malgré le septum, c'est juste que le bébé n'aurait jamais pu se développer à terme et donc j'aurais fait fausse couche sur fausse couche sur fausse couche. Et donc finalement, heureusement qu'on l'ait vu avant même qu'il y ait ce projet bébé, parce que du coup, j'ai été opérée avant même d'essayer d'avoir un enfant. Mais par contre, par après, ça a quand même un petit peu fragilisé, enfin pour le parcours après, ça a quand même, eu des répercussions quand même, sur la suite. Ça, tu en parlais avec Raph? Tu lui as Oui, dit? oui, oui. Et est-ce qu'il y avait des symptômes, à part le radio? Est-ce que tu aurais Mmh. pu le voir? Tu avais des symptômes? Ouais, en fait, je j'ai jamais osé en parler, en tout cas avec mes mes copains de Tes l'époque. partenaires, oui. Oui,
voilà, j'ai eu 2 longues relations et dans ces 2 longues relations, à chaque fois, je me plaignais d'une douleur, mais elle était pas là tout le temps et Oui, donc d'une gêne. j'avais l'impression que Mmh. c'était moi qui étais peut-être stressée ou après toujours tout avec, mes ex, ça a toujours été beaucoup dans la communication et dans le respect, mais donc on comprenait pas ce qu'il y avait lors de j'en ai jamais même parlé à mon gynécologue parce que Ah oui. j'avais l'im j'avais même peur, je pense, d'en parler, or que j'aurais dû Alors que clairement c'était maintenant oui. oui, 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 tout à fait, Tu mais disais quoi? «Je suis frigide» ou voilà? oui, j'avais l'impression que c'était moi parce que j'avais pas mal tout le temps et donc du coup, je pensais que c'était juste moi, que ça venait de mon côté et finalement, quand on me l'a découvert, le gynécologue m'a posé la question. Il m'a dit: «Mais en fait, est-ce que tu as mal?» et je là: «Ben oui, en fait, oui, j'ai mal». C'est bien de le dire, d'ouvrir la parole là-dessus. Ouais. C'est ça le symptôme. Mmh. Vraiment, les rapports, sexuels doivent pas être douloureux. Non, mais vu que c'était pas tout le Mmh. temps, vraiment, je pensais que c'était ma faute et donc j'en ai pas parlé et c'est vrai que là, maintenant, je trouve que c'est hyper important d'en parler parce que clairement, ce n'est pas censé faire mal et donc OK, donc vous avez le discours, la discussion avec Raph. Tu lui ouais. dis que tu as un historique Mmh. dans cette région-là. Bon, a priori, ça devait pas freiner, mais Non, non, continue un petit peu après il y a plus de soucis. l'histoire, donc et ces bébés, Ouais. ça marche? Oui, donc moi j'arrête ma pilule en décembre et je tombe enceinte en juillet pour la première fois où là, je suis hyper contente, vraiment, je suis hyper, hyper heureuse. J'attends même de le dire à Raph, j'attends de faire ma prise de sang au boulot vu que je suis à l'hôpital donc je peux directement demander à une de mes collègues de checker, si je suis réellement enceinte et là, dans l'heure, on voit que mon taux ACG est hyper élevé. Il explose. Voilà, donc je suis hyper heureuse, donc j'attends, je fais toute une mise en scène, je mets la caméra, j'attends qu'il rentre pour lui annoncer et puis finalement, j'ai très vite un rendez-vous chez ma gynécologue vu que, bah, on travaille ensemble donc je lui explique. Donc elle m'intercale et je pense que là, je dois être à 3 4 semaines, donc encore très, très tôt finalement dans la grossesse et donc elle me prévient tout de suite: «Première échographie, Célia, si on n'entend pas de petit cœur, c'est normal, c'est trop tôt, il faut attendre minimum les 6 à 8 semaines avant d'entendre. Donc on va juste voir si, la poche est mise au bon endroit quoi, enfin, s'il y a une Oui. petite poche», et donc elle me fait, l'examen. Elle regarde et puis, elle me dit: «Ah, je suis désolée, je vois une petite poche, mais je vois pas d'embryon». Ah. Je me dis: «Mmh, zut». Enfin voilà, je pleure, je suis triste bien sûr et puis elle est encore en train d'examiner et puis elle me dit: «Attends, attends» et en fait derrière la petite poche, il y avait une autre petite poche et donc il y avait, dans cette poche un embryon. Donc j'avais un œuf clair et une autre poche avec un embryon et donc là, moi je passe vraiment, du pleur au rire et enfin même ma gynécologue était hyper soulagée pour moi. La Raph était pas avec moi parce que malheureusement, il avait pas pu être là, mais donc après je l'appelle, en mode je pleure et je ris et bref, tout se passe bien à ce moment-là. Mais elle me dit: «On se donne quand même rendez-vous dans 1 à 2 semaines pour quand même voir enfin, pour la suite de cette petite poche, elle allait normalement partir spontanément toute seule, donc si j'allais avoir quelques petites pertes de sang, c'était normal. J'ai pas de perte de sang, je pars même, 1 semaine en vacances à ce moment-là et à mon retour, je vais à mon contrôle et là, malheureusement, le petit cœur, battait plus, et donc du coup, ben, il faut passer par, ces médicaments qu'on nous donne pour, et faire évacuer, l'embryon, quoi. Ça, j'ai trouvé très, très dur. Autant j'ai accompagné beaucoup de mamans à l'hôpital, le faire vraiment moi-même, ça a été atroce. Je me De quoi? souviens Le fait de prendre le médicament toi-même? vraiment parce que c'était quand même plusieurs comprimés qui provoquent des contractions pour justement faire évacuer ce qui doit Oui. sortir et ça, j'ai trouvé très dur autant psychologiquement que physiquement parce que sentir cette douleur, et puis on a des pertes de sang quand même assez importantes. Ça, j'ai trouvé très, très dur. Même si on sait qu'il y a plus de petit enfin, que le cœur s'est arrêté de battre, je sais pas, j'avais l'impression de le tuer une deuxième fois. Enfin, ouais, c'était vraiment mon ressenti, mais c'est ce que j'avais au fond de moi et puis j'ai un autre contrôle où là, il faut vérifier que, bah, tout est parti naturellement avec ces médicaments et là, malheureusement, tout n'était pas parti donc j'ai dû passer en curetage sous anesthésie générale pour bien, nettoyer tout l'utérus et pour faire en sorte que, bah, qu'il y ait une prochaine grossesse par la suite et donc là,
Je pense que oui, au bout de 1 mois ou 2, je retombe enceinte. Mais ma gynécologue m'avait dit entre les 2 grossesses que pour une prochaine grossesse, on parlait déjà d'encerclage vaginal Ah oui. parce qu'au moment du curetage, elle trouvait qu'elle rentrait trop facilement au niveau de mon col. Donc Donc elle un col pas assez serré. Je t'interromps, mais vraiment pour Ouais, vulgariser, parce ouais, que toi, tu es du métier, donc ouais. tu comprends facilement ces termes-là, mais ça veut dire que potentiellement, ta poche pourrait descendre de trop dans ton Non, col? pas à ce moment-là, on parlait même pas de ça. Ah oui. C'était vraiment C'est trop lâche ou quoi, le ouais. col? Est-ce que c'était parce que j'avais déjà eu plusieurs interventions Oh, au c'est niveau de ça, mon oui. utérus qui, à chaque fois, c'était un passage par le col de l'utérus? Est-ce que c'est ça qui a provoqué? Est-ce que c'est mes antécédents non septum? On ne saura finalement jamais. OK. Mais c'est vrai que j'ai eu quand même plusieurs interventions. Normalement, une patiente qui n'a jamais eu d'enfant, son col est encore pur et dur et donc Ouais. il y a pas de même pour mettre un stérilet, on va plus facilement le sentir. Moi, quand on me mettait mon stérilet, j'avais mal, mais c'était pas une douleur, enfin, on me le mettait assez facilement, Ouais. je veux dire. Et donc ma gynécologue, au moment du curetage, par après, elle m'avait dit: «Je rentre comme du beurre dans ton col», OK. ce qui n'est pas normal. OK. Déjà un signe qui était un petit peu Ouais, alarmant. ouais et donc elle m'avait dit: «Préventivement, prochaine grossesse, on va faire un cerclage vaginal» D'accord. et donc je tombe enceinte, et par contre, dès le début, c'est une grossesse très, très stressante, très compliquée. Déjà parce que j'avais déjà un antécédent de fausse couche, donc j'avais très, très peur de refaire une fausse couche. J'étais déjà, suivie par une psychologue parce que j'avais énormément besoin d'extérioriser ce stress que j'avais et j'avais repris le boulot aussi, donc j'étais confrontée, au happy ending de toutes mes patientes et donc Mmh. là, je perds très vite beaucoup de sang. Je me souviens d'une fois où j'étais sous la douche, où je prends ma douche et en une fois, j'ai du sang qui coule entre mes jambes. Alors ça paraissait vite impressionnant parce qu'il y avait, de l'eau, ça diluait. Mais même en sortant, je perdais beaucoup, je perdais des caillots et là je crie de désespoir en me disant: «Je refais une fausse couche». Heureusement, Raph était en télétravail ce jour-là et on va en urgence voir mon gynécologue et malgré que c'était beaucoup de sang, en fait, bébé allait super bien, il était toujours dans sa poche, le placenta était bien mis, mais j'avais un petit décollement et un caillot qui s'était formé derrière le placenta et c'est ça qui provoquait des pertes de sang. Alors ça arrive, je sais pas si fréquemment, mais en tout cas ça arrive, de saigner en tout cas le 1er trimestre, mais c'est pas tout le temps signe d'une fausse Oui, couche. oui, on parle, nidification aussi. Ouais, ouais, tout à fait et donc là, ma gynécologue, enfin, me rassure, tout se passe bien et on prévoit du coup le cerclage vaginal aux alentours des 11 semaines, Mmh. entre 11 Oui. et 13 semaines. Après le test, c'est de Oui, le NIPT. chromosomique, Oui, oui. la te Comment on l'appelle encore? le NIPT test Le NIPT test, oui, voilà, pardon. et donc là, je pense que mon cerclage, oui, j'étais à 11 semaines plus ou moins. 11 semaines ou peut-être un peu plus tard. Non, 11 semaines et là, tout se passe bien, c'est sous anesthésie locale, pas générale, locale. Donc je sens un petit peu, mais voilà. Puis les semaines passent, je commence à contracter, je suis à 19 semaines. Tu travailles toujours à ce moment-là? Non, je suis écartée tout de suite. Ah oui, dans votre milieu, vous êtes écartés? Oui, OK. en tant que sage-femme, on est écarté tout de suite, heureusement et encore même plus pour mon parcours à moi parce que j'ai commencé à très vite contracter en plus des saignements. Les saignements n'ont jamais enfin, ils ont diminué mais ils ne se sont jamais arrêtés, mais finalement le bébé continue à bien se développer, il grandissait bien. Mais j'ai commencé à contracter, mais ça, ma gynécologue me disait: «Vu le parcours, vu ta morphologie, je suis quelqu'un de mince, Mmh. et que j'avais un petit utérus et aussi vu que j'avais été opérée non septum», on me disait un petit peu enfin, on ne savait pas trop comment allait réagir mon utérus. Donc on me disait: «Si tu contractes, c'est normal. Tu as juste un utérus qui est plus contractile que pour une autre maman». Donc je m'étais dit: «OK, je contracte». Sauf qu'il y a un soir où vraiment je contractais de plus en plus et trop régulièrement et je sais que moi-même en tant que sage-femme, je donne le conseil de si on contracte toutes les 5 à 10 minutes pendant 1 heure, si c'est douloureux, il faut aller à l'hôpital. Mais pour moi, c'est des conseils que je donne à terme, en fin de grossesse. C'est pas normal qu'à 19 semaines, je sois sur mon ballon en train de souffler et donc je dis à Raph: «Là, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas». Je le sens pas, vraiment, je sens mon bébé bouger, mais ces contractions deviennent de plus en plus douloureuses et
Je n'arrivais même plus à parler, à la contraction, c'était pas normal, pas à 19 semaines. Et donc, je finis par, quand même contacter ma gynécologue quelques jours plus tard parce que j'attends et je prends sur moi en me disant: «Célia, dérange pas», donc j'attends quelques jours et en plus, on était en plein période de fête et donc encore Mmh. moins envie de déranger. Mais donc je décide quand même d'appeler ma gynécologue, au soir en disant: «Voilà, je contracte beaucoup trop». Elle essaie de me rassurer tant bien que mal et m'intercale le lendemain matin en consultation et là, elle me fait une échographie directement. L'échographie, en tout cas, sur le ventre, tout est nickel. Bébé va bien, son petit cœur bat bien, il grossit bien. Elle me dit: «Bah, voilà, tu contractes, mais de nouveau, c'est lié à ta morphologie, c'est tout à fait OK. En tout cas, bébé va bien». Mais elle me dit: «Il y a quand même un cerclage, donc on va vérifier au niveau du cerclage si tout est encore en place et si à ce niveau-là, rien n'a changé parce que les contractions, c'est OK d'avoir des contractions, mais elles ne peuvent pas avoir une influence au niveau du col de l'utérus». Donc c'est ça qu'elle voulait vérifier et donc au moment de l'examen, du coup, c'est par sonde vaginale qu'on vérifie. Là, on voit que, les contractions ont eu un effet sur mon col Mmh. parce qu'il faut savoir que le cerclage, du coup, vaginal se met, aux 2/3 au niveau du col. Donc c'est un fil qu'on vient mettre, au niveau du col, mais donc le côté interne peut encore être modifié à cause des contractions. Ouais, Et donc donc au-dessus, ça se dilate, on va dire, ouais, et en dessous, le cerclage, normalement, tient est censé tenir, sauf que pour que la moi dans mon poche ne cas descende pas. ouais, C'est ça, ouais, grossièrement. c'est ça. Mais donc moi dans mon cas, les contractions avaient un effet sur mon col, donc le col se dilatait déjà en interne et donc on voyait déjà que la poche commençait à descendre au niveau du col, ce qui n'est pas bon du tout, surtout pas à 19 semaines, enfin 20 semaines à ce moment-là. Et donc ma gynécologue appelle Saint-Luc pour voir ce qu'il faut faire et voilà, parce qu'elle sait elle peut enlever le cerclage, mais retirer le cerclage veut dire que j'accouche. Mmh. Donc du coup Saint-Luc est un hôpital universitaire. ouais, Là, il y a plutôt des professeurs, des experts, tout à fait. Donc là, c'est plutôt les grossesses à haut risque, Mmh. donc on me transfère, donc je vais à Saint-Luc. Là, je suis accueillie par, un gynécologue, mais qui n'est pas le spécialiste en question vers qui j'aurais dû être référée parce qu'il n'était pas là ce jour-là. Donc on m'a dit: «Voilà, on vous garde en hospitalisation et on revoit demain ce qu'on fait avec le professeur qui lui est spécialisé dans tout ce qui est cerclage». Et là, le lendemain, je rencontre le professeur, il m'examine et là, il passe pas par 4 chemins. Il me dit clairement que c'est une situation qui est très critique, que certes le bébé va bien, mais on est beaucoup trop tôt. Le bébé n'est pas du tout encore viable à 20 semaines. Donc là, il me propose 2 choses. Il me dit: «Soit on retire, le cerclage et on attend et on voit ce qui se passe, soit on réessaye de remettre un cerclage qui un peu plus fort pour tenir encore le plus de semaines possible, tout en repoussant cette petite poche le plus haut possible dans l'utérus». En Belgique, à partir de quelle semaine, enfin quelle, ouais, SA, on va dire, semaine améliorée, on considère qu'un bébé, va être, viable ou en tout cas réanimé? 24 semaines. 24 semaines. Tu étais Ouais. à 20 semaines pour toi. Ouais, j'étais à 21 quand je suis arrivée, sur Saint-Luc. Donc du coup, je m'étais dit: «Il me reste 3 semaines», voire un peu moins parce que pour certains cas, ils en discutent avec les gynécologues, avec les pédiatres, voir est-ce que c'est OK de réanimer un petit peu plus tôt. On parle de 23 et 5 et 6, hein, pas 22. Donc je m'étais dit dans ma tête: «Il faut que je tienne, il faut que je prenne que je tienne bon pendant un gros 3 semaines». Pour moi, c'était OK. J'aurais pu encaisser encore cette douleur, je voulais mon bébé, j'aurais tout fait pour avoir mon bébé et donc le professeur me propose donc, Ouais, les 2 ces 2 alternatives. propositions, enfin ces 2 alternatives. Tu en parles avec Raph. Oui. Et là, en moi-même et même face à lui, je lui dis: «Hors de question de ne rien faire. C'est pas possible de me dire: "On retire ce cerclage et on attend"». Pour moi, c'était juste pas possible, enfin inimaginable. Donc on choisit l'autre option, c'est de retirer le cerclage, de repousser la poche dans l'utérus et de remettre un fil. Donc ça se fait, après avoir fait une amniosynthèse. Parce que du coup, le risque était et donc ça, le professeur était transparent avec ça en disant:
Le gros risque maintenant, c'est qu'il y ait déjà une infection parce que le fait que la poche se retrouve en partie dans le col et non en partie dans le vagin peut provoquer des infections parce que du coup, le vagin n'est pas du tout une zone stérile et donc des bactéries pouvaient déjà remonter dans l'utérus et ça n'aurait pas été bon pour le bébé. Donc on me fait une amniosynthèse. Cette amniosynthèse-là, je la sens pas. Donc c'est en fait une aiguille qu'on va qui transperce en fait le ventre sous échographie. On va venir prélever en fait le liquide du bébé et on va l'analyser et voir s'il y a une infection au niveau du bébé. Je confirme, j'en ai fait une aussi. C'est pas agréable, mais c'est pas ultra douloureux. En Non. tout cas, pour moi, celle que j'ai Ouais. vécue. Tu vas nous en dire une deuxième après, qui était bien différente. Ouais. Mais en tout cas, moi, je te rejoins. C'est tenable. Mais là, en fait, oui, j'ai pas, je vais dire c'est gênant, mais c'est pas douloureux. Et puis je savais que c'était ça qui allait définir la suite aussi De toute façon, quand du tout le monde, parcours. voilà, c'est vrai que Voilà, tu réfléchis pas, voilà. Non, j'avoue que c'est la santé du bébé, donc tout à fait. Et donc on prélève et là on nous dit voilà, il faut attendre quelques heures avant d'avoir les résultats. Sauf que finalement, il y a une place qui se libère en salle d'opération et le professeur décide quand même de dire bon ben voilà, il y a une place, on va en salle d'opération et on va retirer le cerclage, en remettre un deuxième. Ça a été assez brutal en une fois parce qu'en quelques secondes, il fallait aller en salle d'opération et se dire que on avait de gros risques de perdre notre bébé parce que la poche aurait pu péter lors de l'intervention. Donc on était tout à fait conscient des risques, mais on voulait prendre, on voulait mettre toutes les chances de notre côté pour sauver notre bébé. et ce qui est fou, c'est que toi, tu es aussi de l'autre côté du métier, tu comprends tout ça. Tu Oui. comprends la nécessité de parfois aller vite, parfois ça va vite, tu pas préparé, mais il faut y aller. Oui. Toi, tu sais tout ça. À un moment donné, il faut arrêter de réfléchir et se dire: «Go, on suit, il y a une place maintenant». Oui, et tu C'est comprends toute peut-être cette cette dynamique heure-là. aussi, tu sais, un peu administrative, en disant: «Bah, il y a le bloc qui se libère, go, Oui, quoi, il y a pas le temps». oui, Quand tu es patient et parfois tu comprends pas un peu tous les tenants et aboutissants du monde hospitalier, tu peux être surprise. c'est vrai. Ah ouais. Mais là, je réfléchissais pas. J'avais qu'un objectif, c'était de sauver mon bébé et donc j'ai suivi. Le professeur me disait: «OK, go maintenant, Ouais. go, go». Par contre, ce qui était délicat, c'était pendant l'intervention, on est conscient parce que je sais pas, c'était pas une anesthésie générale. Donc on entend les professeurs parler entre eux parce que, Saint-Luc, du coup, il y a plusieurs gynécologues, il y a des assistants, enfin, il y a quand même beaucoup de monde dans la salle, donc c'est assez impressionnant. Raph était avec toi? Non, il pouvait pas. OK. Il pouvait pas être dans la salle, il devait patienter dans la chambre et donc ça, c'était difficile aussi parce que on est face à soi-même à se dire: «Bon, si là, maintenant, le professeur dit: "Malheureusement, la poche s'est fissurée" ou on arrête». Je savais très bien, fissurée, rompue, peu importe, on arrêtait tout. Donc j'essayais de me projeter très fort, de me raccrocher à une idée, c'était d'avoir mon bébé, dans quelques semaines, voire quelques mois plus tard et donc l'intervention se passe et alors il me disait aussi, un détail qui était important, c'était il a retiré pas mal de liquide, lors de l'intervention. Oui, parce que vu que je contractais, et qu'on allait refaire un cerclage, ça allait mettre beaucoup de tension au niveau du col OK. et pour enlever un petit peu cette pression, il a retiré quand même pas mal de liquide amniotique pour qu'il y ait moins de pression par après et nous avoir plus de chances, en fait, que le cerclage tienne le plus longtemps possible par après. C'est dangereux de pas avoir assez de liquide amniotique? De pas en avoir assez, oui, parce que pour le développement du Mmh. bébé, c'est important, mais à ce terme-là, Oui. on continue à en produire et donc ça, il y avait aucun problème. Donc c'était pas les quelques seringues qu'on m'a retirées Oui. qui allaient changer quelque chose. Mais par contre, c'est vrai que par après, j'ai trouvé que mon ventre était plus petit qu'avant l'intervention. Oui, je me permets de poser la question parce que c'est vrai que moi, c'était un des problèmes avec ma deuxième grossesse. C'était aussi pour ça qu'on m'a fait, une amniosynthèse, c'est que j'avais pas de liquide, j'avais pas de ventre, Oui, j'avais pas de ventre. oui. Mais là, j'en avais Tout en tout petit. cas plus qu'assez pour en retirer en tout cas. Et donc là, l'intervention finalement se passe très bien. Le professeur me rassure, il est hyper content de ce qu'il a pu faire et donc je suis confiante. Je me dis: «OK, il est confiant, je suis confiante, je dois faire confiance aux personnes qui m'entourent. Je suis finalement au meilleur endroit pour être suivie pour cette grossesse-là» et donc là, il me dit: «Maintenant que le cerclage est fait, je devais rester hospitalisée pendant 2 semaines parce que le risque d'infection était toujours là. C'est pas parce que la myosynthèse était bonne que je n'allais pas pouvoir m'infecter par après, parce qu'il y Mmh. a quand même une intervention et que ça faisait quand même plusieurs jours que mon col se dilatait avant ça aussi, donc un risque d'infection quand même des jours précédents.
Donc là, je dois juste être observée. Donc on me met un monitoring 1 à 2 fois par jour, voir si je contracte. On écoute le petit cœur du bébé et on vérifie vraiment plusieurs fois par jour mes paramètres, donc entre autres ma température. Et donc, premier jour, tout se passe bien, le bébé va super bien, ma température est nickel. Donc je me dis: «OK, c'est un jour de gagné, on est à 21 semaines et un jour». Donc je me dis: «OK, 1». Puis le deuxième jour, tout va bien. Troisième jour, là, par contre, je sais pas, je me sens pas bien, je commence à avoir mal de tête et je sens que je suis très vite irritable aussi et je sens que mon bébé, bouge moins à ce moment-là. Donc je préviens la sage-femme, je lui dis, je fais: «C'est bizarre, d'habitude, je le sens bouger même si je suis qu'à 21 semaines. Je sais que c'est tôt, mais je sentais déjà mon bébé bouger depuis mes 16 semaines». Donc voilà, j'étais comme en connexion avec mon bébé très tôt et et là, la sage-femme me dit: «Non, non, on va mettre un monitoring, ne vous inquiétez pas, 21 semaines, c'est tout à fait normal de le sentir moins bouger». Je me dis: «Bon», je me rassure Pourquoi? à des petits parce que c'est tôt dans la Ah grossesse et oui, donc OK, du comme ça. coup Bah, moi, j'ai senti très tôt aussi. ouais, 19 là et Mathis, c'était 13, enfin Anthony et moi, ouais, on l'a senti, mais j'avais très peu de liquide. Peut-être que c'est dû, je sais pas. ouais, Très tôt, j'ai senti moi le aussi début. 16 semaines, donc c'est très tôt aussi pour finalement une grossesse, enfin une De 19, première. 20, 21, c'est vrai. Ouais et donc elle m'avait dit 21 semaines, c'est normal. Donc je Mmh me mh. dis: «OK», je me raccroche à ce qu'elle me dit, c'est normal. Je me dis: «Célia, lâche ton métier, Mmh. juste écoute ce qu'on te dit et ce qu'on te conseille». Donc j'essaye de me reposer, et au fait, toute la matinée, je sais pas, je me sens pas dans mon état normal. Je sens qu'il y a quelque chose et début d'après-midi, on vient reprendre mes paramètres et là, je dis: «Là, j'ai vraiment mal de tête, je me sens pas très bien». Et là, effectivement, on vérifie ma température et je commence à avoir de la fièvre. Et là, je prie pour que ce soit pas une infection au niveau du bébé, mais que ce soit plutôt juste moi qui deviens un peu malade et que je vais devoir prendre, avec moi un Dafalgan et que ça va passer. On me donne un Dafalgan, mais ça ne passe pas. Et là, je vois une assistante arriver, une deuxième assistante, je dis: «Oh là là, là, tout s'enchaîne» et là, mes contractions commencent à reprendre. Et en une fois, je passais de plus de contractions à contraction après contraction. Je n'ai pas arrêté de contracter cet après-midi-là, hyper douloureusement. Je pleurais de douleur tellement ça faisait mal. Et là, on me dit: «Ben, la seule chose qu'on peut faire pour voir s'il y a une infection, c'est de nouveau de refaire une amniosynthèse, en plus d'une prise de sang chez moi». Donc on fait ma prise de sang, qu'on envoie au laboratoire. On me fait quand même un test Covid parce qu'on me dit: «C'est Oui, peut-être un et Covid». ton tout, tout Ouais, parce que vu que je me plaignais plutôt de mal de tête ouais. et j'avais de la température, mais mis à part ça, ça allait. Mais là, vu que je commençais à contracter, on m'a dit: «Bon, ben, on va faire une amniosynthèse» et celle-là, par contre, a été horrible parce que faire une amniosynthèse, faut savoir qu'il y a l'aiguille, on ne peut pas bouger parce qu'on sait que c'est délicat pour le bébé, donc on est sous échographie, on voit le bébé, on voit que son cœur bat, donc on se dit: «OK, on se raccroche, ah, mon bébé va bien». Mais en même temps, il faut savoir s'il y a pas cette infection et donc là, cette amniosynthèse était vraiment méga douloureuse. On l'a fait, j'avais une contraction, On pique. on pique, j'avais de nouveau une contraction, on attendait, on bougeait pas et donc vraiment c'était horrible. Heureusement, j'avais Raph à côté de moi et une super sage-femme qui m'a vraiment hyper bien soutenue. Mais donc là, on me dit: «On attend les résultats et on voit». Mais là, de nouveau, je suis sage-femme, je vois la couleur de la seringue et je me dis: C'est pas la même couleur que la première fois». Et je me dis: «OK Célia, garde espoir, réfléchis pas trop, tiens, enfin prends sur toi et gère ta douleur et tiens le plus longtemps possible». Parce que j'espérais ne fût-ce qu'atteindre les 24 semaines. Je m'étais dit: «Peu importe s'il est préma, je suis prête à parcourir, enfin à lancer ce parcours-là de la prématurité». Enfin, vraiment j'étais prête. Tu en parlais avec Raph ça? Parce que Raph, il Oui, débarque un peu, tu vois? oui, oui, Un bébé préma, c'est quand même lourd, c'est tu très vois? lourd. Et pas seulement jusqu'à la naissance, mais tu Ouais, vois, les années tout après, à après fait. 6-7 ans de développement, il faut Ouais. garder, checker, enfin, je sais pas, moi, j'ai pas je sais pas à quel point c'est compliqué, mais je sais que c'est, faut pas minimiser, quoi. Un Ouais. préma, Je savais que ça allait être un énorme parcours si j'allais atteindre les 24 et qu'on devait accoucher à ce mmh moment-là et je préparais Raph parce que je pense que lui n'avait pas conscience que il était conscient que c'était critique, mais pas au point de dire accouchement prématuré ou en tout cas il savait pas trop en quoi ça consistait à ce moment-là et donc je lui disais: «Je n'arriverai jamais à terme, peu importe ce qui se passe, même si j'avance, jamais, jamais
j'arriverai à 40 semaines. Donc, je savais au fond de moi que j'allais devoir accoucher prématurément. En tout cas, je l'espérais. Mais on en parlait beaucoup et j'essayais de le préparer, mais on n'est jamais préparé à 100% à accoucher prématurément, même en tant que sage-femme, je pense. Même si je sais que Parce que tu en as vu des petits bébés. oui, 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 beaucoup. Alors, même si moi, je suis pas dans un grand centre, parfois, on fait des naissances de prématurés qu'on doit transférer, donc Oui. je suis quand même confrontée à ça malgré tout. Ouais. Et donc là, dans notre cas, on a un retour, je vais dire, dans l'heure. On vient nous dire que c'est pas bon, que Que les échantillons oui, montraient que c'était pas bon, le ouais. résultat. Ben déjà ma prise de sang, Très rapide, quoi, en fait. mon taux d'infection commence à monter, donc mon taux de Mmh. CRP et le liquide du bébé Infecté. était infecté. Et donc là, on nous dit qu'on va devoir arrêter la grossesse et qu'on va devoir accoucher. Et donc là, je m'effondre. Vraiment, j'ai tout cet espoir. Je m'étais enfin, j'avais pas du tout ce scénario en tête. Pour moi, c'était même, je suis infectée, ok, on me donne des antibiotiques. Bêtement, je m'étais dit, on me donnera des antibiotiques. Jamais j'avais pensé Oui. qu'on allait devoir interrompre cette grossesse, même si en tant que sage-femme, je sais, mais à ce moment-là, Et même si le professeur t'avait t'entendais enfin, non. Non, parce que j'avais toujours cet espoir qu'on me dise: «C'est une petite infection, on va pouvoir gérer avec des antibiotiques» et en fait non, l'infection était beaucoup trop élevée et le bébé était qu'à 21 semaines, 3 jours, donc il était trop petit, on pouvait même pas parler de réanimation. C'était vraiment donc je savais qu'il y avait pas d'issue, enfin c'était voilà, donc j'allais devoir accoucher de mon bébé et j'allais plus avoir mon bébé et ça a été, très dur parce que là, par contre, j'ai eu du mal à lâcher avec mon métier. Vu que je savais tout ce que tout ce qui allait arriver en salle d'accouchement, j'anticipais sur tout. Je disais à Raph: «Maintenant, on va faire ça, maintenant, on va me donner ça, maintenant, on va nous poser telle question». Et là, j'aurais dû lâcher prise, mais impossible. Et ça m'a peut-être un tout petit peu aidée quand même parce que du coup, heu, je communiquais à Raph tout ce qui allait se passer et ça nous a peut-être aidé sur certaines choses. Mais en fait, tu jamais préparé à vivre ce ou non, à vivre. non. Tu connais la procédure, mais le vivre, Ouais, c'est en tant que horrible. maman, tu vois? C'est horrible parce que on sait qu'on va devoir accoucher de son bébé. Là, tu sais que tu vas pas avoir de césarienne, Non. on te déconseille. Tu sais me dire pourquoi pourquoi on déconseille des césariennes? Beh, dans mon cas, en fait, on a retiré le fil du enfin, le cerclage pour accoucher par voie basse et on déconseille la césarienne parce qu'en fait, c'est quand même une intervention, c'est une ouverture. Ça fragilise aussi Ça peut-être. fragilise par après pour Mmh. la suite, pour d'éventuelles d'autres grossesses et du coup, ça veut dire qu'on a un utérus cicatriciel avec une césarienne, donc c'est un peu plus compliqué par après, enfin, il y a plus de choses à prendre en compte, en tout cas. Donc on le déconseille, et puis c'est quand même aussi confrontant aussi de faire son deuil avec cette cicatrice et donc là, on a retiré mon fil et on me dit: «Il faut accoucher par voie basse». Et là, ton utérus qui contractait déjà suffisait à expulser ou il a fallu encore prendre des médicaments? Oui, là, on m'a donné les mêmes comprimés, que pour ma première fausse couche, même si c'est pas du tout le même terme, c'est le même médicament, pour provoquer les contractions et là, je me suis enfin, j'ai continué à contracter vu que je contractais déjà, mais plus intensément, et en ayant retiré le fil, bah, du coup, j'étais déjà à 3 centimètres. Donc moi, je m'étais dit bêtement: «Ça va être» je le sais, ça va être un petit bébé, ça va aller vite. Or que finalement, ça n'a pas été si vite que ça. La poche bloquait en fait, elle faisait comme une pression au niveau du col, mais ça ne j'avais pas plus de dilatation que ça. Donc on a dû par après me mettre de l'ocytocine en plus, pour encore plus provoquer des contractions. Et heureusement, mais en même temps, j'avais une péridurale parce que ça fait partie du protocole en fait. On donne des antidouleurs, mais souvent on propose la péridurale parce que psychologiquement, c'est très difficile de gérer et la douleur et le deuil et tout ce qui va arriver. On met souvent, une péridurale dans ces cas-là. Moi, elle a pas fait effet comme il fallait, mais soit. Du coup, Combien d'heures entre la prise des médicaments et j tout a commencé à 21h ouais, et c'est tard, dis. ouais, bah, c'est le temps de la journée qui est passé. Puis oui, à 21h, on m'a mise en salle d'accouchement
et j'ai accouché de Samuel, il était 5 heures du matin. C'était quoi ton état d'esprit? Tu te Ouais, j'imagine, tu devais être, ouais, désolée. Non, là, un monde, à chaque fois qu'on parle, c'est, c'est toujours très douloureux, hein, cette période En fait, ce qui à était revivre. dur, c'est que, en fait, il y a beaucoup tout était dur, tout a été, mais ce que je disais et je pense que c'est quelque chose que je te redis tout le temps, je voulais pas accoucher seule. J'avais très, très peur d'accoucher seule et je sais qu'on a une grosse charge de travail, qu'on n'est pas beaucoup à l'hôpital, mais on sait que quand on accouche à 21 semaines, en une fois quand on dit: «Je dois pousser», le bébé il faut pas pousser 1 heure. Elle Oui, pousse donc une il vous fois. accoucher seul, dire accoucher sans sage-femme, Oui. que Raph était là. Oui, oui, Raph était là, mais Tu je voulais être entourée de je tes voulais qu'il proches, y ait la de sage-femme voilà. parce que accoucher d'un bébé à 21 semaines, c'est pas comme accoucher d'un bébé à terme. On ne sait pas comment il va être, on ne sait pas est-ce que son cœur va encore battre ou pas. 9 chances sur 10 non, parce que il est beaucoup trop petit, donc il va malheureusement décéder pendant le passage et la naissance. Mais je sais pas, j'avais très, très peur d'accoucher et de perdre complètement Oui, mon état ou enfin je sais vous pas, devriez, quoi. voilà, de vriller complètement. Donc j'avais prévenu la sage-femme, j'avais dit: «Je suis pas quelqu'un qui va appeler, je déteste déranger. Je sais que là, je suis dans mon droit d'appeler, mais je ne suis pas comme ça. Je sais qu'il y a une charge de travail, je sais que vous êtes occupé, donc juste dès que vous avez le temps ou régulièrement, venez voir parce que je suis pas comme ça, j'appelle pas». Et donc 1 ou 2 fois, j'ai appelé quand même en me disant: «Je sens une pression» et que j'avais cette envie de pousser malgré la péridurale. Je sentais que j'avais envie de pousser et elle m'avait examinée, elle m'a dit: «Non, non, non, en fait, effectivement, ça la poche, mais c'est pas encore le bon moment». Donc j'attends, je vois les heures qui passent, Tu regardes le monito, tu regardes il y a pas de l'extraction. magnéto. Ah! Ils mettent pas ce OK. terme-là, on met Ah OK, pas. OK. Justement pour pas se raccrocher à ce cœur et ça ne sert à rien, on met pas. On met à la limite le capteur pour les contractions pour voir un peu Oui, c'est ça. la régularité, mais on met pas le rythme cardiaque. Donc tu étais vraiment connectée à ton corps aussi? Oui. Ah oui, oui, je sentais, je sentais. Puis même, heu je voulais être encore en contact avec mon bébé. Oui, tu avais du mal à le lâcher. J'avais tellement été en connexion depuis le début et je savais que il était un peu plus gros aussi, donc j'avais dit: «Je sais bien, tu te fais des réserves parce que tu vas Mmh. naître plus tôt, tu le sais que tu vas devoir te battre» et à un moment donné, je sens en fait, je sens que j'ai envie de pousser très, très fort et je dis à Raph, «Je sens qu'il arrive, je sens qu'il est là» et j'ai pas le temps même je sonne, mais il y a personne qui vient et je dis à Raph: «Va chercher quelqu'un dans le couloir». Je gueule en disant vraiment: «J'accouche», enfin et là, Raph appelle la sage-femme, il revient auprès de moi. Je suis désolée, mais non. T'inquiète pas. Et là, j'accouche toute seule. Enfin, Raph est à côté de moi, mais j'accouche toute seule de Samuel et il est dans mes mains et la sage-femme arrive, peut-être 1 ou 2 minutes après, mais cette minute a été tellement longue et finalement, ma plus grosse peur, c'était d'accoucher toute seule et finalement, j'ai accouché toute seule. Après coup, je me dis: «Bah, c'est moi qui ai pu toucher mon bébé et c'est personne d'autre qui l'a eu dans les mains, en tout cas pas à ce moment-là». Donc j'essaye de prendre ça plus joliment en me disant, «Finalement, c'est moi qui ai fait mon propre accouchement». Mais d'un autre côté, j'avais tellement ce besoin d'être soutenue et d'être entourée et de certes, il y avait Raph qui était un énorme soutien parce qu'on était dans notre tristesse. Il y avait aucun bon mot, même s'il essayait d'être là, il y avait rien qui et puis il se sent impuissant, un papa. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse à part être, oui, Spectateur, c'est oui. ça, il sait Et rien puis il fait pas faire. ton deuil aussi, enfin, Tout à fait, il est deuil. aussi triste, il vient aussi de perdre son fils et c'est toute une projection, enfin tout s'arrête, tout s'envole et tu là avec ton Et bébé. donc là, tu le réceptionnes, tu le Oui, portes? il est entre mes jambes, j'ose pas le Tu mettre pas le sur toucher? moi. Ah ouais, non. Je l'ai dans ma main, mais j'ose pas le mettre sur moi parce que j'ai peur aussi parce que là, j'avais posé la question à Raph de: «Est-ce que tu veux le voir, Mmh. oui ou non?» parce que je sais qu'on va nous poser la question. Ça fait partie du cheminement par après pour le deuil et et moi, j'avais envie. Pour moi, c'était hors de question de pas le voir. Je voulais le voir et donc mais à ce moment-là, par respect pour lui aussi, j'ai préféré attendre. Donc là, quand la sage-femme est arrivée,
ils le prennent, ils s'en occupent et ils le mettent dans une pièce à part pour on dit toujours: «On va les rendre beaux et propres» et pour que Ces gestes que toi, tu avais déjà tant fait. ouais. Donc je savais très bien. C'est horrible un enfant sans vie, quoi, tu vois? Oui, oui. Et donc là, Raph, il le voit? Quand il est entre tes jambes, il le voit? Non, il se retourne et il regarde pas? Il me regarde moi. Hein? Il me lâche pas du regard, il me regarde moi et c'est, même quand on part, on me le montre, lui il tourne le regard, moi on me le montre, je peux pas encore le prendre dans mes bras, mais on me le montre et je le trouve tellement beau. Il avait enfin c'était juste un bébé miniature, mais il était parfait et la première chose que j'ai dit, c'est: «Il ressemble à son papa». Et enfin, c'est dur parce que À quelques jours près. oui, je me dis à 2 semaines près, c'est long et en même temps c'est pas long, c'est quoi 2 semaines? Et je me dis: «J'ai tellement fait des j'en ai réanimé des bébés», je me dis: «Pourquoi est-ce que le mien on n'a pas le droit?» Et je trouvais ça tellement pas juste, je comprenais pas, enfin, là vraiment mon monde s'écroule. C'est il y a peut-être des personnes qui vont dire: «Il y a des choses encore plus graves ou quoi», mais vraiment pour moi à ce moment-là, mon monde s'est écroulé. C'était ma projection, mon rêve d'être maman, d'avoir une vie de famille, tout s'écroule et on part avec mon bébé et cette heure-là était méga longue. On est là, Oui, on vient d'accoucher. oui. Toi, tu as Mais ton corps quand même qui a subi un accouchement. ouais et c'est comme un accouchement à terme, c'est juste que ton bébé n'a pas la même taille et que tu as pas ton bébé sur toi. Et là, on te laisse dans une chambre et tu attends 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure et demie et au bout d'une heure et demie, en fait, je leur ai dit: «Je fais: «Redonnez-moi mon bébé». Ah oui, toi, tu voulais ça. Je voulais mon bébé, en fait. Je voulais même pas qu'on le touche, qu'on le nettoie, qu'on le juste redonnez-moi mon bébé, en fait. Je savais dans quel état il allait être, mais je voulais voir mon bébé et le sentir. Et et donc là, à ce moment-là, Raph aussi décide toujours de respecter mon choix, mais je respecte le sien aussi. Et je les prenne moi, je pen Il t'amène le corps, en fait, oui, hein. oui, dans un petit drap et en fait, j'avais cousu une petite couverture que j'étais en train de le faire pour, sa naissance. Sauf que j'avais pas eu le temps de terminer, donc c'était finalement une mini couverture qui lui allait parfaitement. Enfin, voilà, l'univers, bref. Mmh. Il est dans la petite couverture que j'étais en train de tricoter et et je le trouve tellement beau. Vraiment, je autant il y a des bébés qui ont quand un bébé est décédé in utero, ils sont parfois marqués, il y a parfois des malformations, mais là, c'était un bébé en parfaite santé. Il était bien jusqu'à la dernière minute, quoi, donc il a et on voit qu'il était apaisé et même par après, Raph a décidé de le voir quand même. J'aurais respecté s'il n'aurait Oui, pas bien voulu, sûr. mais enfin, s'il n'avait pas voulu le voir, mais moi, j'avais ce besoin et après coup, je suis très contente qu'il l'ait fait parce que ça l'a aidé dans son deuil et tous les 2 on s'est dit, malgré notre tristesse, on s'est dit: «Il a l'air hyper apaisé» et ça nous a aidés, ça nous a réconfortés de se dire: «OK, on voit qu'il a pas souffert» Mmh. et Quand tu l'as réceptionné, son cœur ne battait plus? non, OK. non, là, à ce moment-là, OK, donc combien de temps après pour toi de sortir de l'hôpital, de retrouver un petit peu ton chez toi? Là, tu étais hospitalisée depuis, quelques semaines même? là, Quelques j jours, quelques semaines? là, j'ai encore dû rester à l'hôpital, enfin, je suis restée encore 5 jours. Ouais, c'est ça. Normalement, on peut presque le jour même de l'accouchement, on peut sortir parce qu'être dans une maternité, tout ça, psychologiquement, c'est très, très Oui, dur. j'imagine. Mais moi, mon infection, en fait, était tellement haute que j'ai dû rester, en fait, encore 5 jours pour avoir, des antibiotiques et puis j'étais tellement faible aussi qu'on a dû, m'injecter du fer aussi par après parce que j'avais perdu pas mal Tu de étais sang terrassée, ouais. et donc du coup, je suis encore restée encore une semaine, après l'accouchement et ça a été très dur parce que on a envie finalement de rentrer chez soi, d'être dans son cocon, d'être même entouré ou pas, mais juste être chez soi, dans son canapé, non pas avoir des visites. Alors tout le monde est bienveillant, hein, mais on n'a pas envie de voir du monde, on n'a pas envie de dire: «Oui, ça va», or que ça va pas du tout. Parce qu'on pose la question: «Et comment vous allez aujourd'hui?» Tu es là: «Comment est-ce que tu veux que je réponde? Ça va pas, je viens de perdre mon bébé, enfin, j'ai mal partout, j'ai des bleus partout tellement on doit me piquer tous les jours». Enfin, le retour a été ultra confrontant parce que, ben, 21 semaines,
on prépare des choses. On a acheté déjà des petites choses, un premier petit pyjama ou un berceau et on m'avait proposé, Raph m'avait demandé: «Est-ce que tu veux que je range tout à l'avance avant que tu rentres?» et j'ai refusé parce que j'avais besoin de le faire moi, ça faisait partie de mon cheminement et de mon deuil et donc c'est dur, mais j'ai eu besoin de passer par ces étapes-là pour avancer, pour j'ai pris mon temps, hein, j'ai pas tout d'emblée, mais moi j'ai voulu faire moi-même en tout cas, de tout ranger. Il y a autre chose qui t'a aidé aussi dans cette période de deuil Oui. de trouver un moyen de continuer à vivre, c'est, un peu un retour à toi, un retour au toucher, un retour à la nature? Mmh. Tu peux nous en parler? On m'a offert un massage, pour le deuil, parce qu'à ce moment-là, j'avais du mal à en parler et je oui, avec Raph, on parlait beaucoup et on était beaucoup dans le respect, dans la communication et on respectait chacun notre deuil, mais mon corps avait souffert, que ce soit Mmh. par l'accouchement, par l'infection, par même la grossesse en fait, j'étais allaitée donc j'avais perdu tous mes muscles, Mais tu étais maigre. ouais, j'étais très, très mince. Ça, tu étais vraiment Ouais. Et du coup, on m'a offert ce massage et au début, je trouvais ça très confrontant d'être touchée et de me dire: «Oh, je vais devoir me mettre à nu» et enfin, je savais pas trop si j'étais prête à ça et puis finalement, ça a été le meilleur cadeau, c'était ça, parce qu'on n'a pas besoin de parler, c'est le corps qui va s'exprimer et on va prendre soin de nous dans une douceur qui est incroyable et en fait, c'est un massage qui est très, très lent, qui est très doux, qui est très dans le respect aussi. Il y a une visualisation au début et donc on pleure enfin, moi j'ai énormément pleuré au début du massage, mais ce qui m'a fait du bien aussi parce que j'ai sorti beaucoup de tristesse, beaucoup de colère et ce massage en fait permet de revenir réconforter un corps qui a souffert et revenir fermer un chapitre, une grossesse, pour peut-être éventuellement retomber enceinte par après en fait. tu sors de ce massage un peu, chamboulée, même, retournée complètement en te disant: «Et en fait, il y a d'autres voies qui s'ouvrent à moi», Ouais. parce que maintenant on peut le dire, le massage fait partie d'un pan professionnel pour toi, Oui. en tout cas oui, d'un service, un moment que tu offres. C'était une évidence pour toi après ce massage que OK, ça m'appelle, cette pratique? Pas toute alors j'ai toujours adoré masser, Oui. mais j'ai pas tout de suite pensé à: «Oh je vais peut-être en faire un métier ou je vais me former» Mmh. ou mais c'est toujours resté dans un coin de ma tête et lors des mois qui ont suivi, bah, lors de mon deuil en fait, j'ai cherché quelque chose, je voulais rendre hommage en fait à Samuel. Mmh. J'avais envie d'aider aussi d'autres femmes qui avaient peut-être vécu un deuil ou une tristesse ou un parcours compliqué et donc j'ai fait des recherches et c'est là que je suis tombée justement sur, cette formation, en massage en périnatalité, mais qui est très large. Ça passe de, préconceptionnel au massage grossesse, au massage du deuil, au massage pour une césarienne, pour provoquer un accouchement, enfin c'est très large et donc du coup, vu que j'étais à la maison et que j'avais envie d'avancer aussi, je me suis et d'apporter quelque chose aux futures mamans que j'allais peut-être accompagner par après, je me suis dit: «En fait, le massage m'a tellement fait du bien et j'adore masser». Je me suis dit: «En fait, c'est ça que je dois faire. Je Tout dois est faire cette très formation». complémentaire avec ton Ouais, métier, ouais, avec ta et toutes tes connaissances très ouais. scientifiques, en fait. J'étais pas Très prête à reprendre mon métier de sage-femme, en tout cas pas à ce ouais, moment-là, ouais, mais masser, oui. Alors OK. ça reste confrontant parce que, bah, remasser pour le deuil ou faire une formation à ce sujet-là, c'est dur. J'en ai beaucoup, beaucoup pleuré aussi pendant la formation, mais je savais que j'étais au bon endroit. Oui, c'était thérapeutique pour toi. Oui et puis depuis le début, le signe de l'arc-en-ciel, c'est le signe de Samuel et chaque étape que je faisais, j'avais tout le temps un arc-en-ciel qui me suivait tout le temps et on a fait aussi un bijou, en mémoire de Samuel et quand on est allé chez cette créatrice, en sortant de là, il y avait un immense arc-en-ciel et on s'est regardé avec Raph, on s'est dit: «OK, on est au bon endroit, c'est ça». Il nous guide en fait et le massage, c'était pareil. Il m'a tout le temps guidée, il a tout le temps été avec moi et je l'ai fait pour lui. Je me suis dit: «C'est dur, mais je veux lui rendre hommage de cette Mmh. façon-là, en fait». Oui, il t'offre un beau cadeau, hein. Il t'offre une pratique dans laquelle tu te retrouves, tu Ouais. te centres, et tu offres encore du bien aux autres, donc Oui. ça fait sens. Pour revenir à ton parcours à toi et tes projets d'enfant, Mmh. il reste là. Moi, Oui. voilà, pour être totalement transparente avec, les auditeurs, aujourd'hui, c'est vrai que
moi, je t'ai suivi durant tout ce parcours. Évidemment, moi, j'ai eu mes 2 grossesses, j'ai eu mes 2 enfants, durant toi, tes difficultés. Néanmoins, tu as toujours été, la plus, bienveillante et heureuse pour nous. D'ailleurs, je me souviens que je t'avais annoncé la grossesse pour Mathis. J'étais à 8 semaines. On était ici d'ailleurs chez toi. Et toi, tu venais de vivre, bon, c'était avec, les jumeaux, hein, cette difficulté-là. Mais, ça prouve la meilleure des amies, quoi. Tu vois, quelqu'un qui est heureux pour les autres, alors que je sais qu'au fond de toi, tu devais vivre quelque chose de difficile. Néanmoins, donc tu te prends du temps pour toi, pour te retrouver. À quel moment tu te dis: «OK, on va réessayer une troisième fois»? J'ai attendu que physiquement j'aille mieux en tout cas, parce qu'il fallait vraiment que mon corps, guérisse de tout ça. Enfin, surtout l'infection, il fallait que ça passe, mon fer, fallait qu'il réaugmente. Enfin, il fallait que je règle d'abord certaines choses, physiquement. Oui, ton cycle, tu l'as retrouvé? Oui, OK, de suite. OK. Ça s'est revenu, très vite. Je prenais pas de contraception et on m'avait pas conseillé d'en prendre non plus, donc du coup, voilà, on m'avait même dit: «Vous recommencez quand vous le souhaitez et c'est à vous d'être prête. Si c'est dans le mois, si c'est dans un an, c'était à nous de voir». Il y avait pas de restriction en tout cas par rapport à ça. Il fallait attendre quand même les 6 semaines, parce qu'après un accouchement, on peut saigner encore pendant 6 Oui, semaines. et même plus, moi j'étais Ouais, content. Et d'ailleurs, bête question, mais tu pas eu de montée de lait? si, Oui. catastrophique. C'est quoi, c'est le colostrum? Non. Même j'ai eu du colostrum, Moi, je l'ai eu très très ça tôt aussi. C'est toi qui me disais, «Ah mais ça peut arriver très tôt dans la ouais. grossesse». J'avais du colostrum, comme du miel qui sortait, Là, du coup, j'étais étonnée. vu qu'il y a un accouchement, le corps, il comprend pas. Il dit: «Il y a un bébé, il faut le nourrir» et à ce moment-là, on n'a pas donné de médicaments ou de Ah bon? enfin, voilà. Je voulais pas, on me l'a proposé à l'Homejal, mais j'ai pas voulu parce que j'étais déjà tellement faible, enfin fragile mentalement, que j'avais pas envie de Tu prendre étais déjà encore en plus, gavé de trucs. voilà, je voulais pas. Je me suis dit: «S'il y a montée de lait, je sais quoi faire, je gérerai ma montée de lait», voilà. Et pour le coup, j'ai eu vraiment une montée de lait carabinée le dernier jour à l'hôpital. Vraiment, mes seins, c'était de la pierre. Mmh. Et en fait, c'était confrontant et en même temps, j'étais là, mais le corps est Ouais, tellement mon incroyable. corps Enfin, fonctionne. oui. Et je me dis, en fait, tu vois, j'étais prête, vraiment, mon corps était prêt à être maman. Enfin, et je trouvais ça injuste et en même temps, c'était Personne trop ça. reconnaissante. Oui, mais Ça. j'étais aussi en même temps encore, ça me raccrochait encore à Mmh. lui. Ah oui, Et c'est j'étais là, il est plus là, mais il est là. Enfin, ouais. donc c'était très double. C'était douloureux parce que congestion, ça fait pas du bien. Mais en même temps, je me suis dit, j'avais quand même cette petite voix qui me disait dans ma tête, s'il y a une prochaine grossesse, en tout cas, je sais qu'au niveau lait, je vais pas manquer, quoi. Parce que je sais que j'avais une grosse montée de lait et ça coulait comme ça. Ouais. Donc voilà, c'était mon petit truc dans ma tête. J'essaie de me rassurer par des petites choses, même si à ce moment-là, clairement, j'y pensais pas. C'était Samuel et personne d'autre. OK. Et je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup de choses pour avancer dans mon deuil. Chacun le fait comme il le souhaite, mais moi, j'avais ce besoin de vraiment travailler en profondeur, sur ce deuil-là. Comment peut-être quelques tuyaux que tu peux donner à des personnes qui vivent un J'ai fait deuil? une retraite, par exemple, Oui, tu où je suis partie oui, partie, sans raf. sans raf. Je lui avais demandé si ça le dérangeait et je suis partie une semaine entourée de femmes, reconnexion à la terre, à soi. Et c'était vraiment une retraite qui était axée sur le corps, l'âme et l'esprit et on m'a vraiment guérie, mais profondément, en fait. On m'a libérée de cette tristesse que j'avais et cette rage que j'avais au fond de moi, j'en voulais à la terre entière de ce qui m'était arrivé et j'en venais à, même quand je voyais une femme enceinte, je pleurais, j'étais là: «Pourquoi elle a le droit et pas moi?» Enfin, j'ai accompagné tellement de mamans, pourquoi moi j'ai pas le droit à avoir ce happy ending dont je rêve depuis toujours? Oui, Et on donc en a c'était pas parlé, surtout tu avais une envie de d'accouchement, ouais, physio. physio, voilà, j'allais dire holistique, mais non, physiologique, sans péril dans la mesure du possible, et cetera. Tu très ancrée, enfin, tu quelqu'un qui aime le yoga, tu aimes Ouais. vraiment être connectée, Oui, je rêvais perché, bon. et je rêvais d'un accouchement chez Oui, moi, dans un bain, oui, voilà, à la c'est ça. maison, quoi. Donc tu avais Mais déjà dû ça faire ce deuil-là, ouais. Ça, je ça savais qu'après le parcours de Samuel, où il nous avait dit d'emblée que j'allais plus jamais pouvoir accoucher par voie basse. Ça, c'était déjà dit, ah! d'emblée. Oui, c'est vrai, parce qu'il y a une histoire de cerclage Ouais. interne. On va y venir d'ailleurs. Donc, tu te remets doucement en chemin, tu te dis: «OK, on va réessayer». Et Tu fais d'abord ta retraite, oui. ouais, je fais ma Tu clôt le retraite, chapitre, en oui, fait. et je suis vraiment bien suivie par un psychologue qui m'a hyper bien aidée. Enfin, vraiment, Mmh. s'il y a un conseil, c'est psychologue, vraiment à fond. Mais surtout, moi, avec mon métier, il fallait que je trouve un juste milieu aussi
c'est mon deuil, c'est mon métier. Est-ce que tu vas retourner vers ton métier, oui ou non? Oui, c'est une grosse question, hein. Ouais, très, très grosse que à ce moment-là, je n'arrivais C'est pas à chaud. répondre Ouais, ouais. et je pense que je suis tombée enceinte, 6 mois après la perte de Samuel. Je suis retombée enceinte en juin. Je me sentais physiquement mentalement, alors, je peux pas dire que le deuil est fait à 100 parce qu'il fera toujours partie de notre vie. J'en parle ouvertement et enfin, là, quand on me demande combien d'enfants j'ai, je dis clairement: «J'en ai 2. Alors Samuel n'est plus là, mais c'est mon premier fils, donc voilà, je le dis et puis, il y a maintenant, notre petite Céleste, mais donc elle est arrivée enfin, en tout cas, je suis tombée enceinte en juin. Quel état d'esprit tu as là? Paniquée? Anxieuse? Je suis heureuse d'être enceinte. Je saute dans le lit avec mon test. Là, je n'ai même pas besoin de faire de mise en scène. Je filme rien du tout parce que je me dis: «On ne sait» enfin voilà, je réfléchis pas. Mais je fais mon test et je saute dans le lit et je dis à Raph, que je suis enceinte et on est hyper heureux. Mais très vite, j'ai ce côté de: «OK, quelle va être la grossesse maintenant?» Et donc là, par contre, c'est une grossesse à haut risque, d'emblée. Je suis suivie autant à Saint-Luc et en parallèle avec ma gynécologue, qui ne travaille pas sur Saint-Luc, parce que du coup, je dois être suivie par le professeur qui m'a suivie pour Samuel et ma gynécologue pour une grossesse classique et donc ils communiquent Mmh. entre eux, si besoin. Quel est le protocole mis en place pour toi? Ben là, du coup, moi, c'est vraiment un contrôle très rapproché et au bout de quand on exclut donc là, dès qu'on a passé le premier trimestre, là, on envisage un cerclage à nouveau, mais abdominal. Et dans mon cas, on fait plus de cerclage vaginal parce que on voit que mon col, ne tiendra pas. Donc là, on parle c'est pour ça que du coup, il y a pas d'accouchement par voie basse possible parce via un cerclage abdominal, en fait, on vient ouvrir le ventre comme une césarienne. Donc du coup, on a déjà, en fait, on vient mettre un fil tout en bas de l'utérus et à la f et donc le point le Plus plus haut, le ouais, p du le col. plus bas de l'utérus, mais le plus haut du col de Mmh. l'utérus et donc en fait, même si on contracte, c'est impossible qu'il y ait une ouverture, c'est impossible. Peut-être le col externe et encore, mais le col interne, impossible Ouais, qu'il le bébé ne s'ouvre, sera pas sortir. impossible. Même si je contracte, même si la poche se rompt, bébé ne sait pas sortir. Donc ça, c'était un deuil que j'ai dû me faire parce que je savais que j'allais avoir une césarienne du coup. Et donc cette intervention-là, on me l'a fait au bout de 3 mois. Donc on exclut tout ce qui est malformation, les gros risques de fausse couche sont passés. Et donc du coup, on me fait le cerclage sous anesthésie générale. Aïe. C'est une petite anesthésie, Oui. quand même, mais parce qu'en fait, c'est assez délicat Ouais. comme opération. Mais le professeur ne me dit pas que ça réussit à 100 parce qu'il dit 100 médecine, on peut pas forcément dire, mais il me dit 99,9. Il est confiant. Ouais, il est ultra confiant. Il me dit: «J'en ai déjà fait plusieurs, vraiment» et puis il est vraiment spécialisé dans ce domaine-là et j'ai entièrement confiance en lui. Je me sens vraiment en confiance et donc on me fait ce cerclage, tout va bien. Je pense que je dois rester, 3-4 jours à l'hôpital parce que finalement, c'est comme une césarienne, donc le bas du enfin, on a cette cicatrice et c'est des douleurs comme une césarienne. Parce qu'en plus, on est enceinte, Oui, on coupe les mêmes, couches de les peau, je mêmes peux dire? mais on va juste pas dans l'utérus, on coupe OK. pas l'utérus. Oui, oui, C'est vraiment juste la peau, les muscles, mais on va pas jusque dans l'utérus, vu que c'est oui. en bas de l'utérus qu'on met le fil et par contre, là, c'était dur parce qu'enceinte, on peut pas prendre anti-inflammatoire, on peut pas prendre le même protocole que pour une césarienne. Donc j'ai survécu juste avec du Dafalgan. Donc là, pour le coup, c'était très, très douloureux. Même, je me souviens, le premier lever, j'étais là: «Oh! Et si ça va être une césarienne, mais ça dure!» Mais voilà, de nouveau, objectif, c'était mon bébé, donc j'aurais vraiment tout fait pour, sauver cette grossesse-là à nouveau. Mais ton état d'esprit était un peu différent, hein, qu'avec Samuel, j'ai l'impression. Tu étais J'étais confiante. confiante, Ouais, je sentais que ça allait aller. c'était la bonne. Ouais. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié de dire. Je disais, pour dire tout aux auditrices, quelque chose que j'avais pas dit, c'est qu'on en parlait, heu, on a beaucoup parlé de cet épisode-ci après Samuel, Mmh. que tu avais un besoin de parler, Ah oui, oui, de oui. crier, de dire ton injustice. Mmh. Je pense qu'à ce moment-là, tu étais encore vraiment à fleur d Ouais. moins sereine que maintenant, tu vois? Moins Oui, oui, oui. et moi, j'étais là: «Non, c'est trop tôt pour moi». Déjà pour accueillir l'histoire parce que, voilà, vous l'entendez, moi je suis, très émotive et dès que ça concerne les enfants, voilà, la douleur, le deuil, c'est compliqué et j'étais persuadée
que tu aurais ton bébé. J'étais persuadée que c'était pas la fin. Nous dit attends Salia, on attend, je suis pas prête à le recevoir dans les meilleures conditions et que tu mérites d'être entendue et que ton histoire soit partagée, ça c'est sûr, mais c'était pas le bon moment. Et c'est vrai que c'était pour ça aussi que je me suis dit, la deuxième grossesse, je sentais confiante, sereine. Et je dis, ok, on va jusqu'au bout de celle-là et puis on parlera parce que je crois que ça peut faire beaucoup de bien. Ah oui, oui, oui. Et je pense qu'il faut se raccrocher à son objectif. Enfin, moi, je me raccrochais très, très fort à avoir mon happy ending et je suis finalement hyper contente de le faire maintenant parce que je peux parler de mon happy ending. Oui. Et que Céleste est là pour une bonne raison. Ouais, ouais. C'est Ouais, horrible continue d'avoir perdu Samuel, mais c'est grâce à lui qu'on sait ou qu'on a su ce qu'on devait faire pour sauver la grossesse suivante. Et c'est grâce à ça qu'on a notre petite Céleste. Oui, Donc, fait. c'est un long parcours, un parcours douloureux, mais grâce à ça, on a su quoi faire, quoi. Ouais, ouais. Mais la grossesse de Céleste n'a pas été facile pour autant, même si mentalement j'étais un roc. Enfin, j'avais mon objectif en tête. Ouais. J'étais plus qu'une battante. Enfin, j'avais une rage et une force en moi de me dire il faut que je tienne. Mais ça a été une grossesse même pas forcément stressante, mais juste ultra médicalisée parce que j'ai été hospitalisée 6 fois sur ma grossesse. J'ai contracté très très tôt. Même on s'était même dit avec Raph, on fait un dernier petit week-end à nous 2, on va à la plage, enfin en mer du Nord, on se fait un dernier petit week-end. J'étais à 26 semaines, donc tout va normalement OK pour encore bouger et en fait là, j'ai commencé à contracter et donc dès la 26e semaine, j'ai su que j'allais plus pouvoir rien faire, mais j'étais à 26. Oui, donc tu avais passé le gap. Ouais et donc je m'étais dit Mais donc, attends, on reprend. Tu as fait le cerclage interne abdominal. oui, Donc ça, tout a été OK, c'est bien passé. Tu es hospitalisée quelques jours, parce que c'est comme ça, reine. Et là, repos, oui, repos pendant 3 alité. non pas forcément non, en fait ça le Ça, c'est professeur marrant. Hein. Le professeur, il m'a dit: «Cerclage abdominal, aucun problème. Parce que On peut avoir une vie normale». avant Ouais. ta grossesse passée. Lui, il était tout à fait confiant. Il me dit: «Même s'il y a des contractions, il peut y en avoir, mais c'est pas pour autant qu'il faut être alité». Il me dit: «Une fois le cerclage fait, c'est une vie normale». Voilà. OK. Comme une autre grossesse. Ça te change. Oui et pour moi, mentalement, j'espère que je vais pouvoir marcher. Enfin bref, la seule chose que je pouvais pas faire, c'était à la limite nager pour éviter des infections, mais c'était tout. Vraiment tout le reste, je pouvais faire. Bon, pas faire de sport, enfin pas courir, mais en tout cas d'emblée vivre une vie normale. Mais malgré tout, j'ai quand même très vite contracté. Mais voilà, je suis de nouveau, on me disait: «Vous êtes mince, vous avez un antécédent, du coup c'est normal de contracter, mais vous inquiétez pas, bébé ne pourra pas sortir». Donc les semaines passent. La grossesse se passe relativement bien, mais j'ai été hospitalisée quand même très vite à mes 26 semaines pour contraction. Mais 26 semaines, je m'étais dit: «C'est bon, même si je dois accoucher maintenant, Oui, c'est bien. je sais qu'on peut le réanimer en Ouais. fait. Je sais que c'est bon et que c'est pas comme Samuel où on va me dire: "En fait, là, on ne peut rien faire"». Donc je bien sûr, c'était pas l'idéal, hein, d'accoucher à 26, il fallait attendre, mais mon bébé était viable et c'était tout ce qui m'importait. Mais je tiens bon, on ne doit pas me faire une césarienne, on me donne des médicaments pour arrêter mes contractions. Ils s'arrêtent pas complètement, mais j'en ai beaucoup moins quand même. Je retourne chez moi, je refais, plusieurs allers-retours à l'hôpital, dont un qui a été quand même, enfin une hospitalisation qui a été très, très stressante. J'ai accouché de Samuel le 6 janvier et en fait j'ai été hospitalisée, l'année passée entre Noël et Nouvel An, pour une grosse, grosse crise de contraction. Et je suis persuadée que le corps a une mémoire parce que clairement mon corps s'est remis à contracter hyper fort les jours avant le 6 janvier. Et donc je suis chez moi à l'hôpital où là on ne fait pas d'accouchement prématuré, j'étais à 30 semaines. Et donc là on me dit: «Bah, Célia, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, transfert ou pas? Est-ce que on attend?» Je me dis: «Je peux pas accoucher ici, donc transfert». Oui, Et on prend pas de risque, non, on va à Saint-Luc. ouais, donc on me transfère en urgence. Et là je me dis: «J'aurais tout vécu quoi, enceinte, enfin». Je coche tous les scénarios qui peuvent je pourrais écrire un livre de tout ce que j'ai vécu enceinte. Donc bref, on me transfère la nuit du 5 au 6 janvier. Et là, je me dis, même mes collègues me disent: «Ben, c'est peut-être dur, mais ce sera peut-être ton plus beau cadeau, c'est d'accoucher de ta petite Céleste le jour de Samuel». Et au fond de moi, je dis là: «Non, non, je veux pas qu'elle ait la même date. Enfin, je veux que Samuel ait sa date et je veux que Céleste ait sa date. Mais bon, bref, si ça doit être comme ça, c'est comme ça et je serai prête». Et donc j'arrive à Saint-Luc
Et donc, ils voient que je contracte toutes les 2 minutes, on voit que c'est fort, mais on me dit: «On fait rien, on attend. De toute façon, vous avez votre cerclage». Oui, de toute façon, le col, tu savais pas Même regarder si le col sera ils pouvaient moïse. ils pouvaient examiner, mais de toute façon, ça Oui. changeait rien vu que j'avais mon voilà. Mais c'est peut-être un signe d'accouchement si le col commence à se ramollir. Non, Non. tant que la poche était intacte, on m'avait dit: «C'est bon». Mais Super. le seul Subis truc, les c'était contractions. c'était Ton moi corps qui a envie de devais pousser oui, et en fait, il y a pas moyen. ouais. Donc là, j'étais là: «Bon, je suis à 30 semaines, je contracte fort, on ne veut Mmh. plus rien faire. OK, je prends sur moi, j'attends». Et donc j'avais mis une pancarte de nouveau: 30 semaines, 1 jour, OK, 2 jours. Et tous les jours, on venait me faire des monitoring, on me disait: «Ah bah madame, vous contractez?» Je fais: «Oui, oui». «Vous le sentez?» «Non». C'était des vagues après vagues après vagues. C'était comme un monitoring à terme. Il y avait Quand je revois maintenant, je me dis: «Comment j'ai fait pour supporter toutes ces contractions?» Alors heureusement, au bout de quelques jours, ça s'est un petit peu, atténué, je vais dire, et c'était un peu moins douloureux. Et donc au bout de, ouais, à 34 semaines, j'ai pu quitter l'hôpital. Parce qu'à un moment donné, je m'étais dit: «C'est bon, 34 semaines, Pour la l'accouchement. gros» oui, puis je m'étais dit: «La grosse prématurité, Elle est elle est passée. derrière moi. Donc si je dois accoucher maintenant à 34, c'est OK. Enfin 34 semaines, l'idéal ce serait 37, mais 34 c'est très pour moi, c'était déjà une victoire et mon objectif, c'était 34. Donc je les avais atteints. J'avais dit au professeur: «Bah maintenant, c'est bon, je peux rentrer à la maison, même si je recontracte après, à nouveau, bah voilà, je sais qu'on fera ma césarienne et c'est tout». Enfin, mais donc je rentre à la maison et finalement j'ai tenu jusqu'à mes 37 semaines en ayant encore eu des épisodes, de beaucoup de contractions et beaucoup de douleurs. J'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup mal tout le long de la grossesse, mais finalement on programme ma césarienne à 37 semaines Ouais, et là, 3 jours. ah, Victoire. soulagement. Ouais, Comment tu la vis celle-là, cette semaine-là? vraiment c'est une victoire. Alors Tu y vas en ayant et rendez-vous, donc tu sais que tu ouais, accouches, quoi. ouais, Ce qui est particulier, oui et puis césarienne programmée. voilà, je suis sage-femme, je peux accoucher, j'ai ma césarienne dans l'hôpital où je travaille, donc je connais tout le monde, je suis dans un environnement que je connais, Quel bonheur. certes, je connais le protocole, mais je sais aussi qui va s'occuper de moi. J'ai ma gynécologue qui est là, enfin, qui est assistée par mon ancien gynécologue que j'adore aussi, enfin, j'ai ma sage-femme qui est une amie, enfin, vraiment, j'ai l'équipe de choc et de rêve, donc je suis hyper bien entourée, hyper sereine et je me dis: «C'est enfin le moment où déjà on va me libérer de ma souffrance, de mes contractions et enfin je vais avoir mon bébé, quoi». Donc on m'installe en salle d'opération. J'ai le droit de choisir ma musique, de ma gynécologue me demande si j'ai des petites préférences, si j'ai envie de pousser avec ou pas ou du coup on C'est tout vrai? ça. Oui, après c'est bizarre, j'avoue que c'était pas à refaire, je pense même pas que je le ferais, mais Ouais. voilà, on est endormi localement, donc on pousse, mais on sait pas vraiment dans quoi on Bon, bah, pousse, enfin, mais bon bref, les c'est jugements de effet salle, placebo, voilà, bon, écoute. on pousse quand même, quoi. Hem, mais après c'est sympa de le proposer, je trouve que mentalement, ça aide. Le jeu en transparent, c'est Au ça? tout début, non, parce que quand il commence, il préfère, ne pas qu'on voit, mais aussi pour le papa qui voit pas tout ce qui se passe quand même, parce que c'est impressionnant et puis une fois qu'on entend, qu'on dit: «On va rompre la poche», enfin couper la poche du coup, là on retire le deuxième champ et on voit, il y a un champ transparent qui est devant nous et moi j'ai eu cette chance qu'on coupe en fait le champ et qu'on me mette tout de suite Céleste contre moi. Tu as eu ton point à peau Ouais, immédiat, quoi. c'était ça que je voulais. Elle C'était mon criait seul tout de souhait, suite? tout de suite. Ah oui, OK. Dès qu'on a sorti sa petite tête, je l'entendais et là, on s'est regardé avec Raph et vraiment c'était Soulagement. des années de souffrance et de douleur et de Mmh. j'en pleure même pas parce que je Mmh. c'était trop beau comme moment. C'est Accomplissement. ouais, un soulagement, une explosion d'amour. Vraiment, c'était le plus beau moment de notre vie, c'était Céleste qui était là et qui était enfin parmi nous, quoi. Tout ce parcours qu'on a vécu pas pour rien et la césarienne était archi douloureuse. Vraiment, pour le coup, j'ai beaucoup, beaucoup senti. Mais le fait d'avoir Céleste sur moi, c'était mon happy ending à moi, quoi. Ensuite, ton postpartum, comment tu le vis? Incroyablement bien. Vraiment, là, autant je savais qu'un postpartum pouvait être dur, j'étais consciente de tout, où je m'étais dit: «Je vais pas dormir, pas avoir le temps de manger». Enfin, l'allaitement s'est super bien passé dès qu'on était en salle de réveil. Même Raph, on reparle toujours en mode: «C'était trop beau, elle a tout de suite tété, elle a tout de suite compris comment il fallait faire». Et ça, c'était un gros avantage par contre d'être sage-femme, c'est que j'étais tout de suite à l'aise à tenir mon bébé, tout de suite Mmh. à l'aise dans les positions. Parce que pour une césarienne, c'est un Oui, peu plus c'est ça. compliqué parce qu'on a quand même mal et donc on ne sait pas tout de suite se mettre assise, donc on doit essayer de trouver des alternatives. Mais j'étais très vite à l'aise et
ça faisait 9 mois que je pouvais pas beaucoup bouger, que j'avais mal tout le temps, où je m'étais dit: «En fait, là, maintenant, j'ai mon bébé, Mmh. levez-moi tout de suite». Au bout de 6 heures, j'étais debout, j'étais au bout de mon lit. Le lendemain, on a retiré ma sonde vésicale parce qu'on a une sonde, vu qu'on ne peut pas aller encore se lever pour aller aux toilettes au début. J'étais tout de suite là en mode: «On me retire tout, je veux m'occuper de mon bébé, je veux marcher». Certes, ça fait mal, mais rien comparé à ce que j'ai vécu avant. Et puis j'ai mon bébé. C'était tout ce qui comptait, donc mon postpartum a été, hyper facile, enfin vraiment hyper beau. J'ai eu beaucoup de chance, autant que j'en ai chié enceinte, tant mon postpartum a été incroyablement beau. Puis il a fait j'ai accouché en février et il faisait beau. Oui. Il faisait froid mais beau, donc je pouvais très vite me balader. Enfin, j'étais tout le temps dehors avec elle en portage, l'allaitement, j'allaite encore toujours maintenant, j'adore ça. Mmh. Donc je trouve ça précieux, oui, non, vraiment, je peux en parler que en bien. Alors oui, on est fatigué, je vais pas mentir, mais j'ai mon bébé, quoi. Ton retour au travail, comment Je s'est l'ai passé? repris au bout de 6 mois, donc j'ai vraiment voulu prendre 6 mois, donc j'avais droit à 3 mois de congé maternité, puis vu que j'allaitais, j'avais droit encore à 2 mois de congé Mmh. d'allaitement, puis j'ai encore pris un mois full congé parental et donc j'ai repris au bout d'un gros 6 mois et je trouve que c'était l'idéal. J'ai repris au tout début un peu oui, mi-temps pour revenir quand même en douceur, parce qu'en plus c'était en plein été, donc on sait qu'en été on a plus de boulot. Mais j'ai très vite retrouvé toutes mes marques. Mais ça Comment être c'est confrontée à la tu vois, toi qui avais si peur d'être confrontée de nouveau à la naissance, ouais. maintenant que tu avais Céleste, tu étais apaisée avec ça? Oui, mais j'ai quand même demandé à ma responsable de pas tout de suite reprendre la salle d'accouchement. OK. J'étais pas encore prête à ça. Je me suis dit: «OK, la première étape, c'est la maternité et la néonatologie». Ça, il y avait aucun problème. Mais la salle d'accouchement, les accouchements où je me dis: j'ai quand même ce petit truc qui me dit: «Tu auras jamais cette chance d'accoucher par voie basse» et donc Mmh. je dois moi faire encore continuer ce deuil-là. Hem et donc du coup, je mets encore du temps à enfin là, même maintenant, je reprends seulement la salle d'accouchement. Après j'ai toujours adoré, hein, la salle, j'adore ce côté adrénaline et tout, mais Mmh. à choisir, je pense que peut-être que maintenant, j'irai plutôt vers la maternité, néonatologie. Mais la passion du métier est là, Oui, j'adore, mais ça se sent. j'adore ce métier. Ouais, C'est tu étais incroyablement beau. hyper douée pour Mais accompagner les parents. ouais, j'essaye du mieux que je peux, je suis très à l'écoute et je pense que maintenant que je suis maman, que j'ai vécu tout ce que j'ai C'est vécu, ça. je sais encore mieux comprendre et Tu es bien outillée, mais oui. différemment, mais Oui. avec ton passé. Mais, dans ce métier, je trouve, l'expérience personnelle compte beaucoup parce que tu peux faire Mmh. preuve de, tu vois, d'altruisme et de compassion et même tu l'avais déjà avant, mais tu me disais parfois en off: «Je suis pas maman» et j'arrive Oui. pas à me il y a un truc qui Mais oui, me parce que je parlais fort en théorie et oui, en expérience sur le terrain, oui, mais pas par expérience personnelle. J'avais beau dire: «Oui, une contraction, on le ressent», non, non. J'avais jamais ressenti une contraction. Maintenant, je peux certes, j'ai pas accouché à terme, mais je peux parler d'un accouchement, je peux parler d'une césarienne, je peux parler de contraction, d'un de diabète deuil. de deuil, mais aussi d'un diabète de grossesse. J'ai un diabète de grossesse, je sais ce que c'est de se piquer 4 fois par jour. Ah oui! Mais oui, pour Céleste, très vite, on a su que j'avais un diabète, donc même être mince, ça ne veut Ouais, strictement rien dire. ouais. Et même si on a une bonne alimentation, ça ne veut rien dire. Que Célia a son potager, ses propres poules et un peu comme nous, elle mange très bio. On fait attention à notre santé et oui, tu es complémentée, tu es Oui, mais toutes mes collègues étaient: «Mais enfin, Célia pas qui a le possible. diabète, c'est pas possible, Ah, quoi». comme quoi, tu vois? Ouais. Ouais, ouais, ça, c'est des fausses idées. Pour finir, j'aimerais te demander un petit peu comment tu te situes dans ta vie pro et ton équilibre vie pro, vie perso, je veux dire. Tu as eu quand Mmh. même une surcharge de travail à un moment donné dans ta vie, un petit Ouais. burn-out, peut-être pas Ouais. mettre le mot burn-out dessus, mais en tout cas des symptômes qui s'y Ouais. apparentent. Ici, un peu une reconversion, en tout cas tu sens ta mission, ton équilibre qui se trouve un petit peu dans le massage aussi. Comment tu te vois dans le futur pour équilibrer tout ça? Mon idéal, vraiment mon rêve, ce serait de diminuer mon temps de travail à l'hôpital et de me lancer dans le massage périnatal et de le faire chez moi et de donc là, je suis en train d'essayer tout doucement de mettre tout ça en place. Mais voilà, après, avoir un bébé de 9 mois, c'est prenant, donc il faut trouver l'équilibre parce que travailler à 80 à l'hôpital, c'est avoir des horaires variables, c'est quand même être voilà, pour le moment, j'ai pas clairement pas de rythme. Mmh. C'est une fois un matin, une fois un soir, les week-ends, les jours fériés, c'est vraiment prenant. J'ai encore du mal à trouver une bonne routine parce que clairement, j'ai pas de routine vu que toutes mes semaines sont différentes.
mais le massage est là et j'ai clairement envie de me lancer là-dedans. Et pour la formation, j'ai dû masser du coup pas mal de mamans, de futures mamans, de projets, grossesse, de deuil. Et les retours que j'ai sont ultra positifs. Et vraiment, même moi, je me nourris en fait en massant. Je sens que parce qu'on me pose la question de est-ce que ça te fatigue? Est-ce que c'est pas trop prenant? Et en fait, pas du tout. Je m'y retrouve complètement dans le massage et donc mon idéal, ce serait ça. C'est de garder quand même le côté sage-femme, mais à côté de développer, le massage et de pouvoir aider là où on m'a aidé moi, en fait, dans mon parcours. Merci Célia. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter, partager avec l'audience aujourd'hui? Je dirais peu importe le deuil qu'on a, de juste, accepter de prendre le temps, en fait, de travailler sur ce deuil. Peu importe la façon dont on va travailler, mais de vraiment prendre le temps de le faire, c'est très important pour la suite. Parce que dans le parcours d'une grossesse, là, moi, je voulais pas que Céleste porte le passé de Samuel et donc je voulais que ce soit une petite âme pure et donc je trouve que c'est très important de prendre le temps de travailler sur ce deuil et même si tout semble tout noir quand on a une perte, il faut garder son objectif et se dire en fait un jour, il y aura de nouveau cette lumière et garder son objectif et pour moi dans mon cas c'était mon happy ending et c'est ça, c'est précieux. Merci beaucoup Célia. Merci pour ton partage. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Audace. Si la conversation t'a plu, pense à t'abonner, à laisser 5 étoiles ou un commentaire et à partager autour de toi pour faire grandir le podcast. Retrouve aussi les épisodes précédents et toutes les actus sur Instagram, audace.podcast, et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode.